poser des questions. Ne vous gênez pas. Exprimer des préoccupations, donner des avis. On est là pour ça. Alors, madame, en vous nommant, donnant votre adresse, s'il vous plaît. Oui, Annie Bresse, 7 Plaisance. Je me demandais, présentement, à l'arrière de mon terrain, c'est un ruisseau avec un bon fossé. Et puis, quand vous allez construire en arrière de chez nous, on se demandait, est-ce que vous allez remplir ce ruisseau-là, le faire passer dans un tuyau, puis enlever le boisé, ou ça va rester comme c'est là? OK, bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas si, là, c'est un cas précis, mais il y a peut-être des règles générales. Alors, M. Archambault. Vous voulez, ça va aller mieux pour répondre. Effectivement, à l'arrière de chez vous, il va y avoir un petit bassin de rétention. Le cours d'eau, parce que les axes de drainage ont tous été établis, donc ça draine, ce fossé-là draine en partie la propriété du golfe. Donc le réseau de gestion des eaux de surface va être capté par le réseau de rue, et à l'arrière de chez vous, ce cours d'eau-là ne sera plus nécessaire, mais il va y avoir un bassin de rétention avec un aménagement d'espace vert au pourtour, comme tous les autres bassins de rétention. OK, parce que là, il y en a déjà un bassin de rétention comme sur le côté de ma maison. Moi, je suis la première maison là, sur Plaisance. Il y a ce bassin de rétention-là. Ça va être comme un prolongement de ce bassin-là qui va venir en arrière de ma maison. Il y a un bassin, non, je pense que vous voulez me dire... pas de rétention, mais il y a comme un petit bassin là, où ils ont empierré ça là, pour passer en dessous de la rue. Oui, c'est ça. Vous demeurez à côté du poste de pompage, dans le fond. Donc, juste à côté, là, ils ont fait un péré, si on veut, là, qui fait peut-être une rétention d'eau, mais ça n'existe plus. Il va y avoir un bassin de rétention et on pourra vous le présenter, là, compte tenu que vous êtes concerné, on pourra vous le présenter. Actuellement, les ingénieurs sont à travailler les concepts et lorsqu'ils vont suffisamment avancer, on pourra regarder peut-être avec... Monsieur le service de génie, soit Raphaël ou Arturo, là, pour rencontrer madame, peut-être le prendre en note, puis faire la présentation, là, puisqu'elle est concernée là, immédiatement, que c'est à côté de chez elle. OK. Fait que là, si je comprends bien, là, c'est comme le ruisseau qui longe toutes les maisons du long du golfe, là, va être enclavé dans un tuyau. Mais au bout de tout ça, là, en arrière de chez moi, ça va être un bassin de rétention. Le fossé n'existe plus. Il n'existera plus. Il n'existe plus parce qu'il n'a que, pour raison d'exister, que de drainer le parcours, les axes de drainage du golfe actuellement. Mais le projet étant, il y a une gestion des eaux qui va se faire par le réseau, parce que le principe des bassins de rétention, c'est de capter les eaux qui proviennent du terrain et de la rue et de les acheminer dans un bassin de rétention, de façon, avant de les rejeter dans la nature, bien, il y a des systèmes, puis madame pourrait l'expliquer probablement mieux que moi, là, il y a des systèmes de sédimentation où on retient un sédiment de façon à ne pas rejeter des sédiments dans la nature puis qui se rendent jusqu'à la rivière. Okay. Fait que c'est ça le but des bassins de rétention. OK. Peut-être que je pourrais venir vous voir après pour que... Oui, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. Peut-être un plan, quelque chose? Oui, et peut-être même une rencontre, comme M. Archambault a dit, pour vous présenter exactement. Le temps de tous les gens. Vous aviez parlé de 3 phases de développement tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'avoir à peu près des dates ou des années de ces phases? Je me suis dit que quand M. Chicoine a parlé de ça, que la question viendrait. Oui, alors, qu'est-ce que vous planifiez en termes de phases et d'échéanciers approximatifs? Les phases de développement, bien entendu, avant de débuter les travaux, les plans sont en conception, devraient être terminés au cours de l'été, devront être transmis au ministère de l'Environnement, qui peut prendre de 3 mois à 6 mois, puis des fois un petit peu plus long. Donc, ça, on est tributaire des demandes que le ministère de l'Environnement va nous demander, puis ça prend le temps que ça prend. Et par la suite, bien là, il y a la signature du protocole d'entente avec la municipalité. Moi, je vois un horizon, là, on est en 2022, été 2023, pour débuter des travaux. Une première phase qui devrait aller à peu près jusqu'au parc, tu sais. Une deuxième phase qui devrait être faite l'année suivante, qui va inclure l'aménagement du parc et la dernière partie, on va se rendre au corridor de biodiversité.
mais la rue Cavaillon, la partie qui est du côté nord, elle est faite en même temps que la phase 1. On les met à l'écran. On le met à l'écran. Ah, OK. Alors, donc... Ah, vous les avez, bon. Voilà. Donc, on commence au sud, on travaille au centre, puis on finit au nord. Hein? Non? On commence On aux commence deux aux deux extrémités. extrémités. Ah bon, voilà. Avec une dispense. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Ça fait Mme plaisir. Bresse. Merci de vos questions. Monsieur, vous allez attendre que le micro soit nettoyé. Merci beaucoup, Madame, en passant, de faire ce travail-là. C'est très apprécié. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Francis Germain-Janard, 583 rue de Cavaillon à Terrebonne. Plein de questions. Allez-y. Donc, Monsieur le Président, j'ai des questions d'éclaircissement. Première question d'éclaircissement, pour vous, qu'est-ce qu'un écran végétal? Donc, la dimension. Allez-y avec quelques questions. Je les note, puis ensuite, en rafale, on va y répondre. Donc, qu'est-ce qu'un écran végétal, d'accord? Deuxièmement, au niveau de la phase 1, rue de Cavaillon, c'est bien des habitations, un étage qu'il va avoir. OK. On va revenir sur qu'est-ce qu'il y a comme habitation dans la phase 1. Troisième Ensuite, question d'éclaircissement. Est-ce que c'est sûr, au niveau du parc Laurent Cousineau, le gros parc, je ne m'en rappelle pas du terme, il va y avoir un plateau sportif? est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir un plateau sportif? OK. C'est ça. Parce que j'entendais d'ici, peut-être que, en tout cas. Puis je termine, j'exerce le métier d'enseignant, un très beau métier. J'ai de la difficulté à concevoir si vous êtes capable de vous mettre dans la peau d'un élève maternelle, première année, qui désire un jour faire du soccer. Si je comprends bien, ça n'a pas été pris en considération vraiment le fait qu'il y a une très belle école, géothermie vraiment super. Projet Class Lab que vous avez certainement entendu parler, il y a quelques années, enfin, super, des écoles adaptées, l'élève en tête. Ça, c'était le motus, l'expression de mon ancien centre de service, Seigneurie des Mêlées, l'élève en tête. Quand je vois les aménagements, quand je vois la phase 1, l'école des explorateurs, à un moment donné, dans quelques années, peut-être qu'un élève de première année maternelle va vouloir à tout prix jouer au soccer, faire du hockey. Bien, il va peut-être marcher, peut-être, on ne sait pas encore, environ 10 minutes. Présentement, un élève de l'école des explorateurs doit marcher. Est-ce que vous savez combien de temps il peut marcher pour aller jouer au soccer? À pied? On parle de 31 minutes à l'école de l'Étincelle, ou on parle d'environ 35 minutes ici. Est-ce que je comprends que vous dites qu'il devrait avoir un terrain de soccer là-dedans? Est-ce que c'est ça que... Je ne comprends pas qu'à la phase 1, Ouais. donc ma rue, rue de Cavaillon, parfait. 13 maisons, je pense, je ne sais pas encore, c'est bien 13 maisons? Combien? 16 maisons. Que, en premier, vous n'avez pas pensé qu'il y a l'école des explorateurs, puis présentement, c'est le fun, on a la Trans-Terrebonne qui est là, mais aucun plateau sportif. OK. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, et je parle en tant qu'enseignant. OK. Et présentement, je représente une tonne d'élèves qui chialent, disent Francis, on veut bouger. Donc, Juste être bien certain de bien traduire votre préoccupation, vous dites un plateau sportif, je ne comprends ça presse, ça devrait être avant. Je ne comprends C'est ça? pas que tout de suite, vous n'avez pas eu en tête, avec la construction de l'école des explorateurs, un plateau sportif à distance de marche. À distance de Quand marche, je parle de rapidement. distance de marche, c'est pas environ 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. Imaginez-vous en hiver, n'importe quoi, marcher 10 minutes, c'est trop. OK. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été envisagé. On va poser la question. Merci beaucoup. Donc, j'ai peut-être d'autres questions, mais Non, je vais laisser la chance aux bien autres. sûr, puis vous pourrez revenir. On est avec vous. Alors donc, merci, M. Jonas, si j'ai bien compris, hein, Francis Jonas. Alors, écran végétal, est-ce qu'on a une définition d'écran végétal? Est-ce que c'est... Ah, je peux répondre. Oui, allez-y, Un écran végétal, M. Chambaud. pour nous, un écran végétal, plusieurs en ont déjà là, lorsque je marchais à l'arrière de la rue Miramas. Là, c'est des haies, essentiellement. Là. Il y a une plantation d'arbres qui va avoir lieu en cour arrière, bien entendu, mais c'est des haies. Une haie de, les gens vont me dire, quelle hauteur? Bien, de 5 pieds, une haie de 5 pieds qu'on peut trouver là, en début de saison. C'est ce qui va être planté. Une haie de 5 pieds qui, quelques années après, aura peut-être 6, 7, 8 pieds. C'est ça, un écran végétal. Excellent.
Monsieur posait la question pendant la phase 1, qu'est-ce qui va être construit exactement comme typologie? A-t-il bien compris que c'était des maisons d'un étage? Ce qu'on a mentionné, c'est qu'à l'arrière des maisons d'un étage, on ferait l'inventaire et ça serait des maisons d'un étage. Mais c'est sûr que si on a un cottage d'une maison d'un étage, un cottage, un autre cottage, on va mettre derrière les cottages, ça va être des cottages, puis derrière les maisons d'un étage, on va réserver ces terrains-là pour la clientèle qui veut avoir une maison d'un étage. Donc, il pourrait avoir une mixité de typologie, y compris dans la phase 1. Il y aura une mixité comme il existe actuellement dans les quartiers voisins. Merci. Alors, M. Elliott, est-ce que monsieur a bien compris, est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir des plateaux sportifs dans le parc ou ça fait partie du débat de la consultation publique? En fait, c'est une proposition, on a tenu compte, puis bon, par la suite des choses, je comprends probablement que le besoin avait été exprimé par vous, ou du moins par des confrères à l'école. Le premier exemple, le terrain, c'est un terrain de soccer, d'abord et avant tout, là, il se veut, mais c'est un terrain de futsal, et c'est généralement un terrain aussi qui est implanté dans les écoles, à proximité des écoles. Donc, c'est une proposition qu'on fait. Et qui sera soumis à une étape de consultation et il y aura plusieurs propositions. Est-ce que les gens choisiront d'abord et avant tout cette proposition-là? Peut-être. Personnellement, ça me semble très intéressant, très attractif comme proposition. En ce qui a trait à un terrain de soccer proprement dit, un terrain de soccer comme tel, fondamentalement, c'est un acre de terrain. Là, l'espace parc ne permettait pas et la vocation du parc ne permettait pas ça. Et par ailleurs, un terrain de soccer va engendrer, il y a certaines normes à respecter par rapport aux distances avec les résidences limitrophes. Il y a des fûts, il y a de l'éclairage, ça amène certaines nuisances et ça amène aussi beaucoup d'achalandage aussi. Est-ce que le PAT 10 est le meilleur endroit pour implanter un terrain de cette envergure-là, nonobstant si on avait l'espace ou pas? Personnellement, je ne crois pas que c'était la meilleure place pour le faire. Et lorsqu'on veut construire des terrains de soccer, on préfère avoir des pôles de terrain pour pouvoir accueillir des activités. Et en complément, le parc municipal qui est en train de se construire à proximité de l'école secondaire, Gabriel-Leroy. Donc, assurément, il y a un parc, il y a un terrain de soccer, c'est le premier infra qui va être construit. Puis je vais vous laisser répondre, je sens que vous avez envie de me répondre. Oui, non, mais juste un instant, avant de vous redonner la parole. Juste, de façon générale, la considération de la proximité des écoles dans votre planification de parc, comment ça marche? C'est quelque chose que vous prenez en compte? Bien sûr, on prend en compte la proximité d'école. C'est sûr que là, ce que j'en comprends, c'est que l'école, là, c'est peut-être plus M. Larrivée qui pourrait exprimer l'historique de comment on est arrivé à cet aménagement-là, puis cette utilisation de l'espace là, pour l'école des explorateurs. Je n'étais pas au courant. Est-ce que M. Larrivée peut donner un complément d'information? Puis ensuite, je vous redonne la parole, monsieur. Alors, M. Larrivée, là, que j'ai présenté en début d'assemblée, qui est directeur général adjoint de la municipalité. Bonsoir. M. Larrivée. Les écoles, ce qui arrive souvent, c'est que les commissions scolaires, vous savez, maintenant... Centre de service. Centre de service scolaire, tout à fait, exigent, puis ils ont mis ça dans une loi, exigent aux municipalités de donner gratuitement un terrain au centre de service scolaire. Donc, la Ville, on a toujours donné gratuitement au centre de service scolaire des terrains pour les écoles. C'est sûr que c'est assez difficile d'agencer la programmation de parc et de donner des terrains aux services scolaires, au centre de service scolaire. Donc, il faut donner des terrains prioritairement qu'on possède. Donc, essayer de voir quels sont les terrains que l'on possède pour ne pas dépenser de l'argent pour rien. Sinon, il faut l'acquérir à coût de millions, plusieurs millions de dollars. Donc, c'est pour ça que c'est difficile vraiment de programmer la localisation des terrains d'école parce qu'ils nous exigent, puis c'est eux autres qui choisissent, ce n'est pas nous. Là. Alors, c'est eux autres qui choisissent. C'est pour ça que c'est un peu difficile dans la programmation. On le fait au meilleur de nos connaissances, puis avec la meilleure planification que les centres de services scolaires qui ont aussi
beaucoup de difficulté à nous prédire où devront aller les écoles. Alors, merci, M. Larrivée, du complément d'information. Vous vouliez réagir brièvement parce qu'on a une dizaine de personnes. Oui, Allez-y. brièvement. Allez-y. Dans ma vie d'enseignant, c'est la première fois, premièrement, que je viens à un conseil municipal. Merci beaucoup. C'est pas tout à fait un conseil, hein? C'est Ben, une soirée citoyenne. Le conseil, vous êtes bienvenus. Je ne sais pas c'est quelle date le prochain, là, mais voilà, c'est à l'Hôtel de Ville. Je trouve ça le fun. L'arrivée de M. Traversé, ça fait... En tout cas, c'est super le fun. Excellent. J'ai voté pour vous. Par contre, vous êtes comme des commissaires d'école. Est-ce que vous avez déjà vu un commissaire d'école? Je suis à 7 ans de ma retraite. Je n'ai jamais vu un commissaire d'école venir mettre les pieds dans une école dans mon centre de service. Moi, je pense que ça n'existe pas. Présentement, vous êtes en train de saucer. Dans le sens que c'est bien beau, vous n'aurez pas dû mettre l'école des explorateurs à cet endroit-là. That's it. Je trouve ça dommage parce qu'encore une autre fois... Oui, mais juste un instant. Là. Non, juste un instant, s'il vous plaît, madame. J'ai dit au début là, qu'on allait respecter les intervenants, qu'ils soient au micro, qu'ils soient en avant. Alors, je vais laisser monsieur terminer sans intervention de la salle. Ce que je fais, c'est par rapport à des enfants. Ouais. Okay. Puis encore là, si je comprends bien, les plateaux extérieurs, c'est pas encore sûr. Donc là, ça va être soumis à une consultation. Exactement. Alors, M. Elliott l'a bien expliqué. L'aménagement de ce parc-là, qui est prévu là, dans le PAT 10, là, l'aménagement, on va entendre les préoccupations des citoyens. Et il y a différentes options. Oui. Une de celles qui est présentée, c'est un plateau sportif. Maintenant, il y en a d'autres. Alors, j'entends que vous allez probablement vouloir venir à cette consultation, faire valoir votre point de vue, et d'autres seront aussi les bienvenus. Mais si je comprends bien, vous nous préparez, hein? Inquiétez-vous pas, il va en avoir un plateau sportif, c'est sûr qu'il va en avoir un à la nouvelle école secondaire qui va être à combien de kilomètres de l'école des explorateurs? C'est pas tout à fait ça qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a J'entends des hochements de tête. Non, je comprends, mais il y a des options qui sont présentées pour l'aménagement de ce parc-là. La première, c'est un plateau sportif. Mais il y a d'autres options possibles aussi. Alors, il va y avoir une délibération citoyenne, une assemblée, puis on va entendre l'ensemble des points de vue, dont le vôtre, mais aussi celui des voisins et des gens du quartier. Alors, peut-être que pas tout le monde aura la même opinion. Merci. C'est ça qu'on dit. Merci. Merci, madame, en vous nommant, là, dès que le micro sera désinfecté, et en mentionnant votre adresse, s'il vous plaît. Sophie Taillefer, 360 rue Longchamp. Je ne suis pas près du secteur. J'entends les préoccupations des gens. Moi, je suis intéressée par votre projet en toute transparence. Mais dans le fond, j'avais quelques questions. Je me demandais premièrement, ce nouveau quartier-là qui va être construit, est-ce que les enfants de ce quartier-là vont devoir aller à l'école des explorateurs? Est-ce que ça va être l'école de quartier? Ou est-ce que cette école-là va être d'emblée saturée? C'est ma première question. Oui, non. Allez-y, je prends les questions. Je m'excuse, je suis en train de noter. Non, pas trop, excusez-moi. Allez-y, je suis habitué, j'en prends en rafale. Deuxième question, je me demande, juste un petit détail technique que je n'ai pas, superficie des terrains, des lots de votre projet domiciliaire, c'est entre quoi et quoi ce qui est envisagé? Comme grosseur? Vous voulez dire grandeur de lot? Grandeur de terrain, de pieds carrés. Oui, OK, parfait. Et troisièmement, je trouve ça difficile pour les gens qui sont ici de visualiser moi aussi, je suis enseignante, là, puis le PowerPoint, j'ai vraiment eu de la difficulté à voir. Mais c'est pas grave. En tout cas, je trouvais que c'était petit, là. Oui. Il va être sur le site Internet, hein? OK, parfait. Dès demain. J'aurais aimé ça, voir un peu plus d'images, puis je me demande juste, je suis bien visuelle, en termes de superficie, de grandeur de parc, le parc qui est central, mon seul comparatif, avec l'étang que je vois, c'est comme un peu le parc du Grand Coteau. Est-ce qu'en termes d'étang, on a quelque chose qui ressemble au parc du Grand Coteau? Est-ce que c'est plus petit, plus grand? C'est combien de pieds carrés, ce terrain-là? C'est une excellente question. On va demander si on est capable de vous fournir des idées de comparaison. C'est tout? Merci. Alors donc, est-ce qu'on sait si l'école de quartier sera l'école des explorateurs? C'est une autre école? En fait, pour les écoles, c'est très difficile à répondre. On travaille avec la commission scolaire, on regarde leurs projections. C'est eux qui balancent un peu les étudiants, où ils vont, et ainsi de suite.
On ne peut pas vous répondre à ça. Là. On regarde avec eux autres. Puis, malheureusement, comme M. Larrivé a dit, des fois, on a ces demandes-là des écoles un peu tard, puis c'est vraiment eux qui contrôlent cette partie-là. Alors, je ne pourrais pas vous répondre, mais on pourrait éventuellement demander à la commission scolaire comment que ça va se balancer. Mais là, Robert, tu trahis ton âge. Là. C'est que parler des commissions scolaires, c'est comme parler de la commission des liqueurs. Centre de Ça service. n'existe plus. Centre de service. Excusez. OK. Alors, donc, ça relève plus 2. La grandeur des lots, Monsieur Archambault, est-ce que c'est des grandeurs moyennes? Oui, bien, la grandeur des lots, selon la réglementation, bien entendu, les lots les plus petits, parce que j'ai le plan de cadastre devant moi, là, c'est 5800 pieds carrés, et les plus grands, bien, ça va jusqu'à 8, 9, 10 000 pieds carrés. Les terrains à angle ou les terrains de coin. OK. Je comprends. Alors, donc, ça répond à la question. Maintenant, est-ce qu'on peut aider madame qui a de la misère à visualiser les comparatifs, là? Le bassin, par exemple, ou le parc, ça se compare à quoi? Je vais essayer de vous aider là, pour... je ne sais pas si vous connaissez le parc Marcel-Lasablonnière, qui est plus à l'ouest, le parc qui est près à côté de l'école de l'espace couleur. Oui, je ne sais pas si... Ah, dans Urbanova. Dans Urbanova, oui. J'ai essayé de trouver un parc peut-être qui... Le parc où il y a des jeux d'eau? Oui, c'est ça, le parc de jeux d'eau. Donc, Terrain de tennis, genre? Exactement. Donc, la section, là, si on part du stationnement, puis on va jusqu'au bout du rond-point, là, après la patinoire, là, donc ça, on parle de 2 hectares. Là, ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est 1,5 hectares. Donc, un peu plus C'est un petit, petit peu plus ce qui est petit, mettons, présenté que ce parc-là. Donc, c'est pas de la grandeur du parc du Grand Coteau en termes de superficie? Non. OK, c'est bon. Non, OK. non, non. Alors, merci. Mais par contre, pour le parc du Grand Coteau, en fait, avec l'accès au corridor de biodiversité, c'est ce qui est intéressant. C'est un peu le même phénomène qu'on va retrouver, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller accéder au réseau de sentiers. Puis par ailleurs, le réseau du RUT est relativement proche. Donc on peut, les sentiers vont mener vers là et vont peut-être aussi emmener des gens. Puis pendant qu'on est là, j'ai une interrogation par rapport au plan qu'on a vu. Approchez-vous du micro pour que les gens derrière vous entendent bien. Voilà. Les plans qu'on a vus, on a vu le corridor de biodiversité en haut. Il y avait, comme vous disiez, qu'il y avait un petit pont désuet qu'il fallait remplacer pour pouvoir traverser cette petite... Une passerelle, je pense que vous avez mentionné. Ce petit ruisseau. Ouais. Est-ce que le rond-point qui est au-dessus, rejoint par une rue, ce qui est en dessous? Est-ce que ça connecte ou ça connecte pas? Donc, ce qui est en dessous se draine dans Côte-Terrebonne, puis ce qui est en haut se draine dans Plateau, si je ne me trompe pas. Au point de vue d'égouttement, des eaux de pluie ou des eaux... Excusez, pas drain, mais automobile, circulation, drainement de la OK, circulation. drainement des autos. Ouais. Au point de vue circulation, oui, bien, il n'y a pas de lien entre la partie... On ne traverse pas le corridor de biodiversité avec une route, on traverse avec une passerelle pour piétons, tout simplement, pour le transport actif. Puis considérant que toutes ces personnes-là qui vont habiter là, c'est probablement des deuxièmes ou des troisièmes acheteurs. Oui, on peut dire ça. Je leur souhaite bonne chance sinon, là, mais c'est les deuxièmes ou troisièmes, parce que ça risque d'être dispendieux, donc ça risque d'être des personnes qui ont des enfants. C'est sûr que ça va augmenter la densité de jeunes familles ou avec des jeunes enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Est-ce qu'il y a un plan pour construire une école près ou quelque chose? Parce qu'on me dit ici que Plateau, c'est complètement saturé. OK. Ben alors donc, pour la construction des écoles, comme M. Chicoine l'a dit, c'est quelque chose qui relève du centre de service, là, qui a remplacé les commissions scolaires. C'est ces organisations-là qui font la planification de la construction. Maintenant, ces organisations-là sont mises au courant des projets de développement de la ville, pas juste ici, là, mais partout au Québec. T'sais, les villes informent, puis après ça, eux autres, ils planifient les besoins, puis les lieux d'implantation, en tenant compte de ce que M. Larrivé a dit, là, les terrains que les villes peuvent mettre à leur disposition. Évidemment, le corridor de biodiversité en haut, c'est un corridor de biodiversité, donc on ne passe pas au travers en voiture. Ouais. On passe au travers à pied sur une passerelle. OK. C'est bon? Bien, merci beaucoup. Merci à vous, Mme Taillefer. Alors, la prochaine intervenante, en vous nommant et en donnant votre adresse, s'il vous plaît. Émilie Tassé-La-France, 47 rue de Miramas. Allez-y, Mme Tassé-La-France. Dans le fond, quand j'ai fait partie de la consultation... Approchez-vous juste un petit peu pour que les gens vous entendent mieux. J'ai fait partie de la consultation en mai 2019, donc j'étais présente.
J'ai entendu tantôt qu'on parlait au niveau de haies qui allaient être plantées sur Miramas et sur Maincourt. Je me demandais, est-ce que vous avez une distance, parce qu'on s'est fait nommer plusieurs distances depuis ce temps-là. On s'est fait parler de 10 pieds, de 15 pieds. On s'est même fait parler lors de la rencontre d'avril 2021 que ça pouvait même aller jusqu'à un 20 pieds. Donc, je me demandais, derrière ma résidence, à quoi je devrais m'attendre. Donc, si on parle d'une haie, je comprends, sauf que j'ai besoin d'avoir... Est-ce qu'elle va être directement sur la ligne de l'eau, là, entre votre lot et celui, ou bien il va y avoir une distance? C'est ça votre question? Vous voulez savoir où exactement on va la mettre? C'est ma première question. Donc... attendez-moi un instant. Si vous en avez plusieurs, je vais les prendre, puis on va toutes y répondre. J'en ai seulement 2, là. Vous en avez 2? Allez-y avec la deuxième. Ma deuxième question, dans le fond, ils en ont parlé un petit peu, là, mais c'est au niveau des écoulements de l'eau. Je sais qu'il va y avoir une étude, dans le fond, qui va être faite, là, que vous avez parlé. Je vais vous avouer que moi, de mon côté, c'est sûr que ça m'affecte un petit peu, mais plus on monte sur Miramas, plus la différence entre les niveaux est élevée. Donc, c'est sûr qu'on apprécierait vraiment là, que ça s'écoule dans les rues et non sur les terrains de Miramas, parce que sinon, on va avoir là, des problèmes au niveau de nos terrains à nous. Là. OK. Bien, c'est 2 excellentes questions. Alors, je pense que vous allez pouvoir y répondre. D'abord, la distance. À quelle place qu'on la plante, cette haie-là, quand on en plante? La position de la haie, là, pour ceux qui ont une haie, elle est sur leur ligne de propriété. Actuellement, il y a des haies, là, de 8-9 pieds de haut, ils sont sur la ligne de propriété. Les haies qu'on va planter, on va les planter à la limite, bien entendu, on ne plantera pas, si vous avez une clôture, on ne la plantera pas dans votre clôture, mais on va la planter peut-être à 2 mètres, 3 mètres pour être sur la ligne de propriété. Parce que nos terrains ont 100 pieds de profond. T'sais. Donc, si on veut aménager une cour arrière potable pour les gens qui vont... il faut coller la haie le plus possible à la limite de votre propriété. OK. Donc, ça va être variable selon les limites de propriété, mais ça va ressembler à ça. Ça va être proche de la ligne de propriété. Exactement. OK. Et à l'autre question de l'écoulement ou du drainage des eaux, chez madame, et particulièrement là où il y a des gros dénivelés, là, comment vous allez vous assurer que ça ne s'en aille pas sur le terrain des gens? Donc, effectivement, il y a un plan qui a été fait, le relevé, comme je l'expliquais tantôt. On a fait un relevé de terrain, premièrement, de tous les axes de drainage sur la propriété, du sens d'écoulement, et également, l'arpenteur a été relevé, vous l'avez peut-être vu, a relevé l'ensemble du terrain et toutes les propriétés des voisins, de façon à ce que le terrain, votre terrain actuel, là, si actuellement il est 5 pieds plus haut à l'arrière, parce que j'ai visité les terrains de la rue de Miramas, ce qui est arrivé, c'est que quand les constructions ont été faites sur la rue de Miramas, pour être capable de donner une pente de terrain minimum vers la rue, ils ont abaissé vos terrains peut-être de 4 à 5 pieds et fait un talus avec le terrain de M. Desbiens à l'époque. Et on le voit, si vous reculez ces photographies aériennes de Google, vous allez voir là, on le voit le fossé lorsqu'il a été creusé. Il y a un fossé qui a été creusé pour acheminer l'eau du talus qui tombe dans le fossé pour éviter qu'elle s'en aille sur votre propriété. Ce fossé-là étant, au cours des années, s'est obstrué. Là. On l'a nettoyé l'an dernier à certains endroits, plus à l'extrémité nord de Miramas, où il y avait des roches, des blocs de béton un peu. On l'a nettoyé de façon à ce que l'eau circule puis qu'elle descende jusqu'au cours d'eau qui est sur un petit peu plus bas, là, au sud. T'sais. On va continuer à l'entretenir jusqu'à la période, puis là, on va aller voir avec M. Larrivée, c'est ce qu'on s'engageait à faire. On va aller voir quelle amélioration on peut faire à court terme en attendant qu'on soit rendu là avec les phases de développement. Mais c'est certain qu'il n'y aura pas d'écoulement des eaux de notre projet vers vos propriétés. Ça, c'est sûr. Parfait. Merci, Mme. Mme. Je comprends qu'on a parlé de... Excusez-moi. Allez-y. Je comprends qu'on a parlé de haies, mais si je veux juste savoir à quoi je dois m'attendre de clôture à clôture. Ça va être quoi la distance? C'est sûr, vous l'avez calculé, là, mais je comprends qu'il va y avoir une haie, mais de ma clôture à l'autre clôture de propriété, je m'attends à quel espace? Mais il n'y a pas d'autre clôture de propriété, là. Non, mais je veux dire le terrain, dans le fond, de l'autre personne, là, de votre lot. Il va commencer de l'autre côté de votre clôture. Est-ce que c'est ça que je comprends? Les terrains, là, les limites de terrain, là, sont limite à limite. Là. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas une bande d'aménager d'un bout à l'autre. Là. C'est limite à limite. Ça.
Il n'y a pas de Ouais. bande. À moins, madame, je vais répondre, je ne connais pas votre maison, là, mais à moins que vous ayez mis votre clôture en dedans, mettons que vous avez un terrain large de même, si vous avez mis votre clôture ici, bien là peut-être, mais si vous avez mis votre clôture à la limite du terrain, bien de l'autre côté, ça va être votre voisin. Fait que si je comprends bien, ce qu'on nous avait mentionné, comme quoi qu'on nous avait écouté en mai puis en avril pour une distance de 10, 15, 20 pieds, c'est pas ça du tout, là. OK, Ah, alors- c'est la bande de terrain de l'autre côté. Bon, Sur alors laquelle- donc, on va bien s'entendre. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Ouais. cette discussion-là sur 10, 15, 20 pieds, puis c'était où? Bien, j'imagine que c'est la bande de terrain. Je ne sais pas si on peut revoir le plan, là, mais il y a une bande de terrain qui est sur l'autre rue, qui est conservée, là, qui est le lien entre le parc et le corridor de biodiversité. Mais de votre côté, c'est terrain à terrain. Les terrains rejoignent la ligne de propriété, puis les clôtures, les haies sont toujours mis aux lignes de propriété. Alors, il n'y a pas de bande de terrain de ce côté-là. Il y a une bande de terrain de l'autre côté, du côté du parc. On l'a vu dans le plan concept là, qui fait le lien. Mais de Est-ce l'autre que côté, vous vous rappelez de la l'autre côté, position? vu qu'il n'y a pas de bande de terrain, c'est l'entente qu'on a faite avec le promoteur de mettre justement des haies de cèdre. Parce qu'il y avait eu une pétition aussi de fait là, sur Miramas et Maincourt pour avoir justement là, Une zone. une zone C'est ça? tampon. Là. Bon, alors donc, vous vous dites qu'il y a eu une pétition qui demandait ça. Alors, ce que j'entends, là, c'est qu'il n'y a pas cette zone-là. C'est que la limite de votre terrain, si elle est adossée immédiatement au voisin, bien, la clôture ou la haie va être à peu près sur cette limite-là. Parfait, merci. Merci. Merci, Mme Lafrance. Monsieur, en vous nommant, en donnant votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Lise Allan, 3385 Côte-Terrebonne. Donc, je voulais juste vous montrer une image, parce qu'une image vaut 1000 mots. Tout le monde vous parle tantôt de l'écoulement de drain. J'habite sur Côte-Terrebonne, donc tous les écoulements d'eau s'en viennent vers nos propriétés, puis la propriété de Mme Lise que vous avez achetée, Oui. dans le fond, qui longe Plaisance. Je veux juste vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois très bien. OK. Si je comprends bien sur votre plan, là, parce que ça, c'est une rivière, là, c'est pas un écoulement d'eau normal. Ouais. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on l'a filmé. Puis on a filmé également Plaisance, qui est fermée à peu près à tous les 2 ans, parce que le système de réseau n'arrive pas à fournir sur ce plan-là. Je voulais savoir encore une fois, le bassin de rétention, c'est où que vous l'implantez sur votre terrain? Alors, au bénéfice de l'Assemblée, là, ce que monsieur montrait, c'est pas juste une image, là, c'est une vidéo où on voyait l'eau qui s'écoulait, là, tempête, comme on disait à l'époque. C'est une rivière. Exact. C'est flagrant. Alors, où est le bassin de rétention exactement, puis son efficacité, puis comment ça marche? Bon, 2 choses. Le bassin de rétention n'a aucune incidence sur l'eau qui se ramasse à l'arrière de chez vous, chez Mme Lise, votre voisine, là. Un bassin de rétention, c'est un bassin qui capte les eaux de la gestion. Non, pas ces eaux-là. Les eaux de rue, les eaux qu'on capte, tu sais, et qu'on achemine de façon à ce qu'on ne donne pas de coups dans les réseaux, dans les cours d'eau. L'objet, là, c'est de ne pas donner de coups dans les cours d'eau qui acheminent des sédiments puis qui acheminent toutes sortes de choses dans les cours d'eau. Donc, ce qu'on fait, on capte l'eau de rue, on l'envoie, parce que les eaux qui s'égouttent naturellement, on les laisse dans le lit naturellement. Dans ce cas-là, vous voyez, je viens d'afficher là, le plan de drainage. Ce plan-là a été fait en fonction de la topographie. Et actuellement, les ingénieurs qui sont à faire la conception des rues tiennent compte de tous ces points-là. Et également, je vais aller la suivante, là, ce que je mentionnais tantôt. La suivante. Quand vous dites, là, Donc, un bassin de rétention, là, ça ramasse les sédiments. Juste pour bien comprendre, là, souvent, quand il y a de l'eau dans une rue, il y a du sable aussi sur la rue. Vous ne voulez pas que tout ça, bien, on ne veut pas. Là, on ne veut pas que tout ça se rentre dans nos rivières, dans nos ruisseaux. On veut que ça aille dans des bassins de rétention. Là, le sable peut se déposer tranquillement dans le fond. Puis après ça, on n'a pas de problème d'ensablement de nos ruisseaux et de nos rivières, qui est un Est-ce que gros je peux, problème. rajouter Grosso un modo, petit c'est truc? ça? Oui. Au niveau, le bassin de rétention aussi, ça permet de ralentir l'arrivée d'eau à la rivière pour ne pas surdimensionner les conduites, les faire très, très, très grosses pour très, très peu d'événements. Ça permet d'emmagasiner l'eau, puis effectivement, on fait
la désédimentation, là. On laisse décanter pour pas envoyer ça à la rivière, mais ça nous permet, dans le fond, d'accumuler de l'eau pour pas surdimensionner toutes nos conduites qui coûtent extrêmement cher pour rien, là. C'est ça. Donc, une question d'économie, d'être capable de ne pas être obligé de mettre des grosses conduites quand on peut en mettre des moyennes. Parfait. Vous répondez Alors, super bien à ma donc, question. Et pour compléter, vous voyez le plan topographique, là, c'est le relevé terrain, là, à peu près tous les 7-8 mètres, 10 mètres qui a été relevé. Chaque petit point que vous voyez, c'est les niveaux de terrain. Donc, les ingénieurs actuellement, les points bas, ils les connaissent. On le sait où ce que l'eau se ramasse. La rue va être ajustée, et même si vous voyez la prochaine diapo, là, ça, c'est un plan de remblai et déblai. T'sais. Donc, vous voyez là, à l'extrémité, là, tantôt on parlait, là, je ne vois pas l'écran, là, mais si vous regardez à la rue Plaisance ou la rue d'Argenteuil va se raccorder, vous avez comme un petit carré en bleu, là, c'est là que va être le bassin de rétention. Et votre propriété, elle se trouve à l'arrière, bien, la rue va être ajustée de façon à ce que le terrain s'égoutte vers la rue. C'est non pas maintenant. Là, ça se peut qu'il y ait un point bas à cet endroit-là. Puis, ce que je montrais tantôt ici dans les axes de drainage, on le voit très bien. Là, actuellement, il y a un axe de drainage en rouge qui descend au centre de la terre entre les deux pièces, là. Et vous voyez, là, il y a une petite flèche rouge là, qui se dirige là, derrière chez vous. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, je la vois, la petite flèche. Bien, il y a un axe de drainage. Il y a un axe de drainage là, qui va devoir être capté parce qu'actuellement, l'axe de drainage s'en va derrière chez vous, puis l'eau est comme stagnante. Bien, c'est justement, c'est de là. C'est ça qu'il faut corriger. Quand j'ai vu votre plan, puis il y a des maisons derrière chez moi, comment vous allez faire pour construire ces propriétés-là sur cet axe-là? Non. C'est sûr qu'il faut réaménager, qu'il y ait des plans de déblai et remblai en fonction de la position des... C'est ça qui est l'enjeu. Vous voulez vous assurer que le travail d'ingénierie... Bien sûr. Parce que ma course s'en va directement comme ça à la rue sur Côte-Terrebonne. Donc, s'il remonte, on va dire, de 2 pouces le terrain, tout va se ramasser. Je vais vous faire une proposition. Vous voulez vous assurer que les plans d'ingénierie soient bien faits, puis qu'il n'y ait pas d'eau qui s'en aille chez vous, puis c'est bien normal. Parce qu'on a assez, puis je vous ai montré les images, c'est pas sûr. de l'eau normale. Il y a un enjeu. C'est une rivière, c'est pour ça que tout le monde est concerné par ça. M. Archambault, puis M. Archambault montre des images, puis je peux bien comprendre là, que pour la grandeur de la salle, c'est pas simple. Mais ceux qui ont des enjeux particuliers, des préoccupations particulières, qui veulent être rassurés là, sur le fait que ça n'arrive pas chez eux, M. Archambault a dit tout à l'heure qu'il était là. Vous restez disponible après, vous allez le voir. Bon. Alors, je pense qu'il faut être capable de rassurer les gens. Là. Vous essayez de le faire, mais avec une image qui est, pour une grande assemblée, mais des fois, un petit peu de discussion là, de moi, j'habite là, puis comment ça marche exactement pourrait être utile. Bien, c'est bien correct. Puis, une autre question, c'est quoi la largeur de vos terrains? Parce que nos terrains, à nous, sur Côte-Terrebonne, sont beaucoup plus larges que sur Miramas, qui se trouve être la rue. OK, ouais, donc vous avez parlé de dimension tout à l'heure, mais de la largeur... Il parlait de 100 pieds de profond, mais combien de large? Ouais, combien de large? Pour savoir combien de voisins qu'on va avoir. On va en avoir ça s'en vient. Il est en train de sortir son plan. Alors, M. Archambault, est-ce que vous avez une idée de la largeur en plus de la profondeur des terrains? Non seulement le plan, mais les lunettes. Oui. 17,25 mètres derrière chez vous. Fait que c'est 50... Ça veut dire à peu près 54 pieds, 55 pieds? 17 mètres, c'est... 58 pieds, à peu près. 58 pieds. À peu près. Autour, hein? Autour. Oui. 57. Parce que là, on fait de la traduction de mètres en pieds live, là. Alors, dites-nous pas, M. Urtubise, vous êtes trompé de 3 pieds, là. Puis, la dernière question, vous parliez tantôt, dans le fond, que vous alliez agrandir le sentier de la forêt. Est-ce que vous allez respecter un peu, comme vous avez fait dans le domaine de la pinière sur Urbanova, de garder des plus gros terrains à cet endroit-là? C'est-tu là que vous parliez tantôt, que vous allez avoir des 10 000 pieds carrés, des 12 000 pieds carrés? Ouais, vous avez dit tantôt plus au coin, aux angles, les grands terrains? Ouais, les grands terrains, là... Parce que c'était, me semble, une norme à Urbanova, quand ils ont fait le sentier du boisé de la pinière, d'avoir des plus gros terrains à cet endroit-là. OK. Les sentiers... Alors, il y a deux questions. On va lui demander où sont les plus grands terrains, puis ensuite, on va demander à la Ville, est-ce qu'il y a une norme particulière pour la proximité par rapport à la grandeur des terrains.
M. Archambault, sont où vos plus grands terrains? Bien, les plus grands terrains, ils sont en bordure, effectivement, de la côte Terrebonne. Et le reste des terrains, c'est les terrains en pointe. Sur la rue de Cavaillon, en haut, les terrains sont plus grands parce qu'on a beaucoup plus de terrains en pointe. Quand on fait un cercle de virage, on a plus de terrains ouverts vers l'arrière. Ça donne des terrains plus grands. Sinon, ben, c'est des terrains pas mal tout réguliers. Parfait. La question piège, est-ce que vous allez permettre aux citoyens d'acheter le terrain en arrière de chez eux? Tout le monde s'est posé la question, personne ne vous l'a posé. C'est un enjeu à savoir que est-ce que la Ville va permettre d'agrandir des terrains, des lots, ou vous n'allez pas permettre ça, vous allez juste permettre la construction? C'est pas notre intention. Le projet a été fait de façon... Parce qu'il y a une rentabilité aussi. Là. Absolument, absolument. À un moment donné, on construit des infrastructures autant pour la Ville. Si je construis des infrastructures puis qu'on n'a pas d'évaluation sur la rue, c'est pas intéressant pour la Ville, puis c'est pas intéressant pour la rentabilité du promoteur. Ma dernière question, Mme Courval, vous aviez parlé tantôt que vous allez trouver des nouveaux chemins et tout, mais pour les gens encore de Côte-Terrebonne qui s'en viennent d'Urbanova, qui s'en vont chercher la 25, il y a beaucoup d'achalandage. Je voyais qu'il y a un autre pad qui s'en vient ou qu'il y a la ferme qui s'en vient là, sous peu, qui a été achetée par des entrepreneurs généraux également qui vont faire la deuxième section. Vous n'avez toujours pas parlé de Côte-Terrebonne, à savoir, tu sais, je comprends la piste cyclable, mais on roule en voiture, là. Donc on aimerait savoir est-ce que ça va être élargi, va-t-il y avoir quelque chose? Ouais. Parce que c'est vraiment un enjeu pour pratiquement tout le monde qui habite. En fait, vous avez parlé de la 25, qui était la problématique, là, puis de l'accès, mais est-ce qu'il y a un élargissement prévu Côte-Terrebonne? Parce que dans le fond, qu'est-ce que vous avez proposé tantôt? C'est en élargissant qu'il y a l'autobus. Oui. Ça va juste faire la même affaire, là. Ça va juste faire un plus gros bouchon, là. OK, non, alors on va laisser Mme de Courval. C'est pas juste un élargissement. C'est pour réduire les entrecroisements qui, eux, amènent de l'hésitation, du retard, qui amènent une plus longue file d'attente. Fait que si les gens sont dans les bonnes voies au bon moment, là, tu peux fluidifier. Et le bouchon, le problème n'est pas la capacité ou le nombre de voies en tant que tel sur Côte-Terrebonne pendant la pointe, c'est vraiment les accès à la 25. Fait que c'est pour ça que c'est là qu'on travaille là, pour améliorer, parce que c'est pas en amont. Si la 25 est libre, il n'y a pas de problème sur Côte-Terrebonne. Fait que c'est pas un manque de largeur de rue. Si on élargissait, on ferait dans le fond, une zone de stockage ou d'entreposage des voitures, que les gens ne seraient pas plus heureux. Bon, bien, je vous remercie de votre temps. Merci à vous. Merci de la question. Vous voulez donner un complément d'information, M. Archambault? Non? Une pause de quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, allez, prenez votre petite pause de quelques minutes. Moi, pendant ce temps-là, je vais demander aux gens la chose suivante. Il est 9h30. Tu sais, j'ai dit au début, on va essayer de finir vers une heure raisonnable. Disons que je me donne comme target autour de 10 heures. Là, hein? Évidemment, s'il y a encore une personne... Bon. Alors, pour m'aider à gérer le nombre de questions qui restent, pour essayer de finir ça à 10 heures, je voudrais savoir si c'est les 7 dernières personnes que j'ai ou s'il y a encore des gens qui sont intéressés. Oui, j'en ai 3 autres, 4 autres. Bon. Je ne veux pas vous demander d'aller vous mettre en file, là, parce que je sais que c'est long d'être debout, etc. Mais ça veut dire que je dois penser que j'ai 7 personnes plus 4 autres. Hein? Alors, on va essayer d'enfiler ça jusqu'à vers 10 heures. Donc, ça veut dire des questions en rafale, assez courtes, puis des réponses en rafale, assez courtes, mais qu'on ait quand même le temps de bien vous entendre puis de bien répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Cette collaboration-là, puis regarde, on va s'ajuster, là, s'il faut dépasser un peu 10 heures, on dépassera, mais mon expérience, c'est que quand on arrive à 10 heures, là, ça commence à être... Alors, madame, en vous nommant avec votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Sylvie Lapointe, 536 Simon-Bertillon. Là, vous avez répondu à bien des questions que j'avais, je vais beaucoup de barreaux. On va passer aux autres. On passe aux autres, OK. Peut-être commencer par un commentaire, OK? Moi, j'arrive de Montréal depuis 3 ans, j'ai toujours resté à Montréal. Quand je suis arrivée à Terrebonne, j'ai acheté ma maison en mars 2019. Le propriétaire qui était là ne m'a jamais dit qu'il y aurait une construction à l'arrière. Moi, ce que je voulais, c'était la paix. Là, quand je trouve ma porte patio, j'entends les petits oiseaux, voyez-vous? Mm-hmm. Là, ce que je comprends, c'est que pour les prochaines années, quand je vais entendre, ça va être la construction, l'excavation, le coup de marteau. Ça va durer combien de temps, en fait, les travaux? OK. On va demander ça à M. Archambault quand il va revenir, là, l'échéancier des travaux. Mais ce que je comprends, c'est que vous aviez acheté, mais vous ne saviez pas que c'était zoné résidentiel en arrière de chez vous, c'est ça? C'est une maison intergénérationnelle, il n'y en a pas beaucoup, voyez-vous? Fait que là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous êtes en train de faire de Terrebonne une autre ville de Montréal. Fait que là, moi, je voulais la tranquillité, je ne l'ai pas du tout, là.
Fait qu'il va falloir que je déménage, ça ne me tente pas. Là. J'espérais que c'était ma dernière maison, voyez-vous. Là, on parlait tantôt de commerce de proximité. Vous avez parlé du chemin où il y avait l'ancienne pépinière. Ça veut dire qu'ils vont construire là aussi, c'est ça? OK. Mais c'est parce que là, quand on veut une pinte de lait, il faut prendre notre voiture, OK? Là, si on ajoute 500 voitures de plus dans le terrain, ça ne vous tentait pas de faire un petit dépanneur, quelque chose, dans le terrain de golf, pas que tout le monde aille à prendre sa voiture, parce que c'est encore loin, là, se rendre à pépinière, là, si on va acheter une pinte de lait. Déjà qu'il faut la prendre, là, comprenez-vous, là? C'était ça mon autre question. OK. Puis, ça a fait le tour, parce que ça avait répondu à toutes les autres. OK. Alors, donc, on va commencer par l'idée de commerce de proximité, là, pendant que M. Archambault revient. Est-ce que dans la réglementation, cette idée-là, dans Urbanova, soit là ou ailleurs, a été évoquée? Est-ce qu'elle est prévue? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a un plan complet. Là, on ne le voit pas parce que Urbanova n'est pas complété, mais tout le long de Pierre Dansereau, il va y avoir des commerces de proximité. Il y a des zones commerciales qui sont déjà prévues. C'est où, Pierre Dansereau? Je m'excuse. Je ne connais pas. Peut-être qu'on peut ramener la carte. Oui, on va essayer de le montrer, là. Ça fait encore C'est la poursuite des plateaux un peu plus à l'ouest. Ça fait encore loin. Elle change de nom. nom. Encore, c'est ça. Là. Alors donc, Madame dit, est-ce qu'on a pensé à un commerce de proximité dans le cœur du PAT, comme on dit, PAT 10? Pas directement dans le PAT 10, mais si vous voyez les espaces qui sont plus orangés, là, c'est les espaces qui ont des espaces commerciaux. Fait que le secteur juste à côté, il y a des espaces commerciaux qui sont prévus. Et tout le long de l'axe aussi, il y a des espaces commerciaux prévus. Alors, pas directement dans le terrain du PAT 10, qui est quand même aussi étroit et petit, mais dans tout le secteur, on a fait même des calculs de combien de pieds carrés commerciaux ça prenait selon les populations et tout ça pour avoir un bon réseau de services. On a même une étude en ce moment qu'on regarde avec des gens au niveau de la diversité commerciale. Alors, il y a des espaces de commercial qui sont prévus tout à côté de votre secteur. OK. Juste un instant, parce que vous aviez posé une question sur la durée des travaux. Vous voulez savoir combien de temps vous allez être dérangé par des travaux. Alors, M. Archambault est revenu. Là, on va lui demander de répondre à cette question. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la pause. Ça va me permettre de mieux répondre concentré. Donc, oui, la durée des travaux, lorsqu'on débute une phase de développement, normalement, les phases de cette envergure-là, ça prend à peu près 6 à 6 mois pour faire les travaux d'égout, d'aqueduc, fondation de rue. Et il faut se rappeler, j'ai oublié de le mentionner, contrairement au secteur où vous habitez, tout le réseau électrique, téléphonique et de câbleau de distribution est souterrain. Donc ça prend un certain temps, ça aussi, à réaliser. Les constructions de maisons, moi, je pense qu'une phase de développement, on fait ça en dedans d'un an, 1 an et demi. Fait que, mettons, là, à partir du moment où on met l'appel pour excaver une phase de travaux, la livraison des maisons et le pavage, bordure fait, on parle de 2 ans à peu près. Là, on parle minimum, là. Minimum. Non, ben moi, j'en fais plusieurs projets de développement actuellement, là, avec, entre autres, le groupe Cousineau, là, puis c'est des gens qui fonctionnent assez rapidement, et on fait ça en dedans pour une phase. C'est sûr que quand je passe à la phase suivante, c'est encore 2 ans, puis un autre 2 ans. Après ça, il y a la couche d'asphalte. On peut peut-être parler, je vois M. Larrivé qui fait signe 3, bien c'est entre 2 et 3 ans maximum. Réaliste, okay. Ouais. Okay. Alors donc on comprend bien, c'est à peu près 2 ans par phase. Donc évidemment, si la phase est juste à côté de chez vous, bien, il y a plus de... Vous la sentez plus que si elle est à l'autre bout, là. Ah ouais. Mais c'est quand même au total autour de 6 ans de travaux. OK. Juste un petit point, c'est que tantôt, vous avez parlé des parcs qui auraient un coin d'ombre, oui, qui est bien important. C'est que moi, le petit parc au coin de chez moi, l'Alexandre Cousineau, sur le coin de Terrebonne, OK. Les petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants, puis ils ne veulent pas y aller, ils me disent qu'il y a trop de soleil, il n'y a pas d'ombre. Bien, ça, madame, c'est une excellente préoccupation. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir une consultation de la Ville sur l'aménagement du parc. Puis vous l'avez vu, là, c'est une des options potentielles. Alors, je vous invite à venir le dire, puis dire combien pour vous c'est important, pour
qu'on puisse... Peut-être juste dire qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont préservés dans ce secteur-là aussi. Fait qu'il va y avoir de l'ombre. Ce n'est pas des secteurs dénudés d'arbres en partant. Il y en a là. déjà. Mais moi, ce que je reste, là, c'est dans le Simone Berthiaume, pas loin de Plateau, OK? Oui. Là, je sais qu'il va y avoir une conservation d'arbres que vous n'allez pas toucher, vous allez laisser ça là, OK? Le problème, c'est que juste derrière chez moi, il y a un ancien puits qui est toujours présent, d'ailleurs, une espèce de puits bleu, là, OK? Le terrain de golf l'avait placé là, le puits était en fonction quand le golf fonctionnait, parce que à cause de l'eau qui stagne. Là, le terrain de golf est fermé, donc l'eau stagne. Et là, on a des maringouins, mais pas à peu près. OK. Vous n'avez pas résolu ce problème-là. Il n'y a pas personne qui est venu boucher ça, ces eaux-là. Là. Non, mais peut-être que ça peut être pris en considération pour les aménagements futurs. Peut-être que je m'avance, là, M. Archambault? Non, effectivement. Le plan que je montrais tantôt, là, pourquoi on a relevé tous les axes de drainage? Effectivement, il y a des endroits où l'eau sur le golfe pouvait peut-être être stagnante à certaines périodes de l'année. Vous allez régler ça, là. Vous demeurez dos au golfe? Oui, je suis dos au golfe, mais... Sur d'Argenteuil ou sur Simone Berthiaume? Sur Simone Berthiaume. Là, Simone Berthiaume? Ouais, c'est ça. Pas loin du coin des plateaux, là. Oui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ça, c'est vraiment un enjeu particulier, très important pour vous, puis c'est tout à fait normal. Je vous suggérerais de venir le regarder directement avec M. Archambault, juste pour qu'on puisse essayer d'avoir les 11 personnes. Mais c'est un point important. Et je pense que M. Archambault a toute l'ouverture pour essayer de régler ça. Merci. Ça va? Merci, Mme Sylvia Point, hein, c'est ça? Voilà, Mme Pointe, merci. Madame. Bonsoir, Michel Villeneuve, 3430 Côte-Terrebonne. Commentaire sur la dernière version proposée. Je trouve que c'est une grosse amélioration comparativement à 2019. La petite pointe qui va vers la rivière, est-ce que c'est le promoteur ou c'est la ville qui va construire une plateforme un lookout, là, comme on dit en anglais? OK. Est-ce qu'il va y avoir un lookout ou une plateforme d'observation vers la rivière? Puis si oui, qui la construit? Est-ce que c'est prévu dans le plan? Je peux répondre? Oui, allez-y. Tous les aménagements, toutes les infrastructures, tous les aménagements, tantôt on parlait des aménagements de parcs, les passerelles, tous les investissements sont aux frais du promoteur immobilier. Je cherchais l'ambiance, là, je vais essayer de la trouver et de vous la montrer. C'est inspiré de, je ne sais pas si vous avez déjà été à Ville-Lorraine, sur le bord de la rivière Émile-Île. Je vous invite, ceux qui n'y ont jamais été, là, il y a à partir de la côte, prolongement de la côte Terrebonne, mais qui s'appelle Adolphe Chapelot à cette partie-là. Oui, je connais très bien. Donc, si vous allez vers la rivière Émile-Île, vous allez voir une passerelle qui a été aménagée et il y a effectivement une plateforme où on voit, là, il y a des bancs après cette plateforme-là pour observer la faune sur le bord de la rivière. Et je suis contente d'être la deuxième maison et pas à côté de la plateforme. Okay. Deuxième question, qui a un double volet, c'est-à-dire la circulation. Je ne vous dirai pas ma réaction, ce serait peut-être pas très poli, par rapport au feu de circulation sur des seigneurs. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est sur la côte Terrebonne. Il faudra avoir des feux de circulation. Puis quand j'entends la piste cyclable, je ne sais pas où est-ce que vous allez la mettre, la piste cyclable. Okay, dans le salon de certaines personnes parce que leur maison est très proche de la rue. OK, donc dans le fond... On n'a pas de trottoir, on n'a pas de chaîne de trottoir. Ça, jusqu'au boulevard Urbanova. Puis une piste cyclable, là, on m'a dit, il y en a une dans la Bois-des-Filions, c'est pas vrai, elle est sur le trottoir. Puis il n'y en a pas dans Rosemère, puis il n'y en a pas à Boisbriand. Okay. Je comprends pas. Oui, il y en a une à Lachenay, mais boulevard Saint-Charles est pas mal plus large que la côte Terrebonne. Allez-vous pousser... Moi, je reste sur le côté de l'eau, de la rivière. Est-ce que vous allez pousser les poteaux d'Hydro-Québec plus vers nos maisons? Bien alors, écoutez, il y a un mix de commentaires et de questions, mais disons, il y a une question très, très claire, là. Où est-ce qu'on la met, la piste cyclable? À quelle distance des maisons? Puis comment on aménage ça avec Hydro? Alors, si vous n'aimez pas vos enfants, promenez-vous en vélo sur la côte Terrebonne.
C'était mon commentaire. Merci. On entend bien vos commentaires, mais peut-être que Mme de Courval peut donner quelques informations sur l'emplacement exact de la piste cyclable projetée. Cette année, dans le fond, ce qu'on fait, c'est l'étude des acquisitions de terrain pour voir réellement où est-ce qu'on peut la positionner et l'impact là, au niveau des poteaux d'Hydro-Québec, à savoir comment on peut localiser tout ça, les voies actuelles et la piste cyclable. Donc, c'est certain que vous n'aurez pas la piste cyclable là, dans votre salon. Inquiétez-vous pas. Okay. Non, mais Donc, est-ce que vous allez empiéter? Oui, on va acquérir des portions de terrain. Là. C'est cette année, on étudie ça pour pouvoir acquérir et mieux la positionner. Là. Peut-être qu'une petite portion de terrain, là, c'est aussi à acquérir chez vous. Ah, donc, on est Une portion de terrain qui vous appartient, pas qui m'appartient. Si on acquérit, ça serait une portion qui vous appartient actuellement. Non, j'en veux pas. Non, ben c'est correct. On n'est pas rendu à les acquérir, on est rendu à faire des études pour voir si jamais on voulait en passer une là, y a-t-il des terrains qu'on devrait acquérir, puis après ça, il va y avoir des discussions, puis etc. J'ai rien contre les vélos, sauf que il y a toujours bien une limite. Là. Monsieur Tibi, j'aurais peut-être un complément, madame. J'aurais un complément, madame. Oui, pour Mme Villeneuve, vous avez un complément, M. Archambault, allez-y. Oui, tantôt, je vous disais que je chercherais l'ambiance, là. Vous la voyez, la plateforme qui est illustrée là, à l'écran, là. Donc, c'est une plateforme de ce type-là qui va être aménagée de façon à permettre le lien du corridor de biodiversité jusqu'à la rivière. Ça, c'était un souhait qui avait été exprimé dès le départ par les services d'urbanisme de la Ville. Et de l'autre côté, là, vous voyez l'aménagement, là, parce qu'on veut aussi avoir un lien transmodal. Donc, les gens qui viennent en vélo puissent arriver près de la côte Terrebonne, au lieu de faire un arrêt d'autobus conventionnel comme on voit. Donc, il y aurait un genre de halte où les personnes pourraient attendre l'autobus ou avec ces vélos-là. Ça aussi, c'est prévu dans le plan d'aménagement. Merci, Mme Villeneuve, pour vos questions. Bon, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus les 4 de tantôt, 9, les moins quart. Alors, on va essayer de rouler. Question en rafale, Madame? Catherine Renaud, 496 Simone Berthiaume. Moi aussi, j'ai vu des améliorations par rapport à ce que vous aviez présenté en 2019. Mais j'ai des... Je ne sais même pas comment dire ça, là. Je suis fâchée contre l'administration de Terrebonne. Vous autres, là, ceux qui font l'urbanisme, je ne comprends pas comment ça se fait que vous faites des projets sans penser aux conséquences. Tantôt, on parlait de l'école qui a été positionnée à un endroit sans trop y penser. Puis là, on va aller faire un quartier résidentiel. Le nombre de personnes qui vont être obligées de passer par Simone Berthiaume pour aller reconduire leurs enfants à l'école, à la garderie, aller en haut prendre la 640, vous ne pensez pas à nous. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Sérieusement, là, je suis fâchée. Oui, Mme Renaud, je comprends, là, puis c'est correct de faire valoir. Faites juste pas prêter d'intention aux gens. Alors, vous devriez penser... Oui. Pensez aux conséquences. Vous n'avez pas pensé pour l'école, mais pensez à ceux qui restent sur Simone Berthiaume. Pensez aux enfants. Madame Renaud, je vais juste vous demander une chose. Si je préférais que vous dites, voici moi ma préoccupation, voici ce à quoi j'aurais aimé qu'on pense, etc. Au moins, est-ce qu'on peut y penser à ça? Pardon? Là, il est trop tard pour l'école. Est-ce qu'on peut penser à la circulation? À la circulation sur Simone Berthiaume, sur Côte-Terrebonne, sur la piste cyclable qu'il n'y a pas sur la Côte-Terrebonne? Il faut y penser. Arrêtez de lancer des projets. Pensez aux conséquences que ça a sur nous autres. Okay. Tous les citoyens, là. Puis moi, là, c'est sûr que je vais mettre ma maison en vente. J'ai pas le goût que ça soit... C'est difficile, la circulation sur Simone Berthiaume. Tantôt, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est mal déblayé, ça va passer, ça va être infernal. Je comprends pas comment ça se fait. C'est pas un boulevard, Simone Berthiaume. C'est une petite rue presque tranquille. Bon, ensuite, vous avez parlé d'améliorer le EXO, là, le stationnement ou l'accès. Il n'y a pas de stationnement non plus. Quand là, on est en COVID, il n'y en a pas beaucoup qui vont stationner là, mais en temps normal, là, c'est plein. Vous allez faire un stationnement étagé, pensez-y tout de suite, parce que là, à un moment donné, il va manquer des espaces de stationnement. Les gens, ils vont faire quoi?
Je pense que... C'est ce que j'avais à dire. Okay. Merci, Mme Renaud, de vos commentaires. Ils sont bien notés. Madame, en vous nommant avec votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, Karine Hull, 35-38 place Alexandre Cousineau. Dans le fond, moi, ma grande consternation, c'est comment vous allez entrer les camions et la machinerie pour construire le domaine. Les travaux. Parce que surtout que Alexandre Cousineau, la rue est en S. Même maintenant, quand les autobus passent, c'est difficile, il n'y a pas de trottoir. Des fois, les enfants qui vont attendre l'autobus au coin de Côte-Terrebonne, ils doivent marcher sur nos terrains parce qu'il n'y a pas de trottoir. Puis les autos passent vite, les autobus. Fait qu'en plus, si on rajoute des camions, il avait parlé en mai de rentrer directement par Côte-Terrebonne. Mais là, si vous commencez directement par ce projet-là, par cette phase-là, quand on va être rendu à la phase 2, vous ne pourrez plus rentrer par là. Donc, c'est quoi le plan? Okay. C'est une excellente question. Est-ce que vous avez une idée de la conduite des travaux, la circulation des camions? Exactement. Ça a déjà été discuté avec le service du génie. Cette préoccupation-là avait été portée à notre attention. Et actuellement, où est le clubhouse, on va garder un terrain qui permet d'entrer. Justement, vous avez on l'a ici, là, le secteur par où on va rentrer. Ça, c'est le secteur sur la Côte-Terrebonne. Fait que donc, on va garder là, tant et aussi longtemps qu'on va avoir besoin d'approvisionner le chantier, on va garder un chemin de construction pour ne pas aller effectivement importuner les gens de part et d'autre, là, de façon à ce qu'on puisse circuler tout le long du projet et on viendra terminer les dernières unités à cet endroit-là pour fermer à ce moment-là la Côte-Terrebonne parce que c'est pas prévu qu'il y ait une sortie sur la Côte-Terrebonne, mais un lien pour approvisionner le chantier. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on le concède. Parfait. Puis est-ce qu'il y aurait possibilité aussi de rajouter un trottoir sur la portion d'Alexandre Cousineau? Est-ce que c'est prévu un trottoir sur la portion d'Alexandre Cousineau? C'est vraiment pas une longue partie, c'est 2 maisons. Vous voulez dire ça, c'est dans le projet, là, ou non? Non, c'est en ce moment, là, ouais, à l'extérieur du projet. Parce que tout le reste du projet, il y a des trottoirs, il y a des gros trottoirs, puis cette section-là, il y a il pas manque de trottoir. il manque il y a un bout, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Fait que les gens passent sur nos terrains, puis là, en plus, commence à déneiger, c'est un peu... Bien, écoutez, c'est une préoccupation qui est notée, mais qu'en est-il? Ça va être à regarder, là. Okay. C'est ça, oui, c'est la ville. Ça relève de la ville, ça ne relève pas du promoteur. C'est ça. C'est nous autres au génie. Merci, Mme Moule. Monsieur. Bonjour, Dominique Degg-Vatrano, 520 Simone-Berthiaume. Une des grandes préoccupations lors de la dernière présentation, surtout les gens de Simone-Berthiaume, c'était la rangée de maisons qui faisait tout le long. Je vois que plusieurs personnes vont être heureux de voir la nouvelle configuration, mais il y a quelques personnes qui sont très malchanceux là-dedans. Est-ce qu'on a manqué de créativité pour placer ces 2 ou 3 maisons-là ailleurs, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'échanger? Il y a plusieurs raisons. Vous parlez de quelle maison en particulier, là? Il y a un genre de U là, dans le haut du projet. OK. C'est celle-là que vous dites ça? C'est les seules maisons qui sont en bordure de Simone-Berthiaume. Ouais. De un, comme tout le monde, les désagréments de changement de vue, etc., des voisins de proximité, mais il y a d'autres choses. Le dénivellement de terrain qui est très élevé. J'habitais avant sur la rue Miramas. On a vécu c'est quoi de se faire vider de l'eau sur le terrain puis de tout le temps vouloir blâmer les autres. Puis là, ça va être moi qui va être blâmé. Ce que je trouve déplaisant, parce que c'est moi qui va être rendu la personne élevée sur laquelle qui va déverser son eau sur le terrain d'en bas. De un. De deux, je ne sais pas si la largeur de la bordure qui va être en bas, là, il me semble que vous aviez dit qu'il était pour avoir un espace entre les terrains. C'est 15 mètres. 15 mètres? 15 mètres, c'est intéressant. 15 mètres, ça donne 50 pieds à peu près, oui, c'est ça. OK. Ce que je crains pour les gens qui vont habiter ici, c'est qu'on va avoir, qui habitent dans ce tronçon-là de la rue, un enjeu de sécurité publique, puis pour la sécurité des enfants, on va avoir un endroit qui va être un genre de no man's land, où on va pouvoir facilement traîner en arrière, puis faire des niaiseries, ou faire du grabuge, ou aller se cacher
entre un terrain puis d'autres terrains qui ne sera pas à la vue de la rue ou très peu. Vous avez des inquiétudes par rapport à l'utilisation de ces mètres-là? Quand on avait parlé d'un paquet de choses comme ça à la dernière rencontre, il reste 2 ou 3 maisons. On est à ça, là. Je ne sais pas si on est à 2 ou 3 maisons près du bonheur, mais ce serait peut-être à considérer, surtout que vous avez ajouté un petit tronçon dans le bas, peut-être qu'un petit peu de créativité pourrait rendre les gens heureux. Puis, côté dénivellement, est-ce que je suis protégé là-dessus? Les branches d'arbres qui tombent, l'eau du dénivelé qui tombe sur les terrains en bas, comment que je fais pour m'assurer que je ne suis pas responsable de tout ça? OK. Alors, donc, il y a quelques questions, là. D'abord, on comprend que vous faites des suggestions pour bonifier encore le projet. Donc, elles sont entendues. Vous pourrez réagir si vous le souhaitez. L'enjeu de sécurité publique dans la zone là, de 15 mètres, 50 pieds, là, est-ce qu'on a réfléchi à ça? Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a une première réflexion? Le lien, si je peux répondre, puis il faudrait pratiquement, là, qu'après la réunion, qu'on regarde le plan, puis vous positionnez exactement à quel endroit est votre maison. Parce que je ne réussis pas à saisir exactement. Vous êtes au nord du parc, j'imagine? Oui, bien c'est ça. Où est-ce que le... des terrains qui sont là? Bon. C'est certain que... Parce que je comprends pas pourquoi que eux restent, mais toute l'autre rangée, les gens, leur préoccupation est... Bien, je vais vous le dire pourquoi. C'est quoi les préoccupations? C'est une préoccupation d'ordre économique. Parce que lorsqu'on a accepté, puis les gens ont voté, à 73 %, c'était de protéger la ligne d'arbres qui se rend jusqu'au parc. C'était ça qui était la priorité. C'était pas de faire une zone tampon. C'était de préserver les arbres, ne pas les garder en servitude parce que c'est difficile à entretenir pour la municipalité, mais les mettre dans une zone pour protéger ces arbres-là. Lorsqu'on construit une rue, puis je l'ai dit tantôt, lorsqu'on construit une rue et qu'on a fait des infrastructures et qu'on les répartit seulement que sur un côté, bien, l'autre côté, on n'a personne pour payer, donc on doit l'imputer à l'ensemble du projet, ce qui affecte la rentabilité d'un projet. À un moment donné, c'est certain que pour vous, à l'arrière de chez vous, vous dites « j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de maison ». C'est ça que vous me dites, si je comprends bien. Bien, surtout que, dans le sens que dans les deux plans, je ne veux pas éterniser, là, dans les deux plans, il y avait un plan qui avait des maisons le long de Simon-Bertillon, puis il y en avait un qui n'en avait plus. Puis c'est celle-là qui avait gagné, mais malheureusement, il reste encore des maisons. Puis là, on a eu l'opportunité, au lieu d'en mettre là, d'embourrer le long de Côte-Terrebonne, exemple, de manière intelligente, bien sûr, je ne veux pas nuire à aucun de mes voisins, mais il va en avoir déjà. Je me demande pourquoi que là, 2-3 maisons... c'est ça. M. Archambault vous explique les motivations. Ensuite, on va avoir entendu vos préoccupations, là, mais là, c'est l'explication de pourquoi on les a maintenues. Si vous regardez le scénario 2, là, on l'a à l'écran, le scénario 2. Là. Donc, on partait d'Argenteuil et on se rendait jusqu'au premier coude qui tourne à 90. Et là, dans le parc, on avait des maisons qui étaient dans le parc. C'est dur à voir, hein? C'est dur à voir. Je vois les gens qui plissent les yeux, là, mais il y avait des maisons là, à cet endroit-là. Et la rue longeait... C'était une rue qui longeait l'arrière de vos maisons. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé une bande qui permet de faire un lien entre le corridor de biodiversité et le parc. Si je reviens sur ce que le plan concept revu. On va essayer de le mettre, là, même s'il se fait tard et que je vois les yeux se plisser. Là. Peut-être que ça va faire partie des discussions. Oui, il y a quelques maisons qui bordent le parc puis qui tournent d'eau à vos propriétés, mais on a quand même conservé l'espace pour protéger l'arbre dans une bande de 50 pieds qui relie le parc central et qui relie l'extension du corridor de biodiversité, parce que ce qui est plus loin derrière au nord, là, en allant vers le corridor de biodiversité, c'est aussi protégé pour faire une heure de repos à cet endroit-là. OK. Fait que pour clore rapidement ce point-là, dans le fond, entre la ligne de nos terrains puis le début 50 pieds.
des maisons, du début du terrain des nouvelles constructions, il y a 50 pieds de terrain qui est entretenu. Pour protéger la ligne d'arbres qui était derrière chez vous. Qui est entretenu par la ville. Oui, bien oui, parce que c'est dans la continuité du parc. OK. Puis l'autre point qui est peut-être plus politique et au niveau de la ville, on se cache beaucoup derrière le CMM, puis comme quoi qu'il y a un critère de densité. L'idée de densifier vient minimalement, partiellement, pour limiter l'étalement urbain, pour améliorer notre sort environnemental, etc. Toutefois, pour ce faire, on va causer des lignées de trafic, puis on va des lignées de trafic interminables sur Côte-Terrebonne, parce que ceux qui travaillent à Terrebonne puis qui habitent à Terrebonne n'ont peut-être pas ce problème-là, mais pour ceux qui travaillent à Montréal, on l'a. Puis on va détruire des zones vertes majoritairement, parce que là, il en restera plus gros, Terrebonne, dans ce coin-là, qui était notre, si on veut, notre éponge solaire, bien, elle va tout disparaître. Alors, mais vous l'avez bien dit, ça, c'est un débat de nature peut-être plus politique, là, sur... Non, mais il y a une affaire, c'est que on parle de densité là, de 10 à 20. Il y a des secteurs de Montréal qui sont à 8 et moins. On ne voit pas Montréal qui essaie de construire dans tous les espaces verts qu'ils ont. On va construire des tours à condos sur le bord de la 640 puis de la 40, ajouter un étage, puis arrêter de construire dans nos espaces verts. Là, on arrive avec plusieurs problématiques. Puis là, M. le maire va être intéressé à l'entendre, dans le sens qu'on fait des projets qui vont causer plus de problèmes. Fait qu'on veut faire de l'étalement urbain, mais on veut réduire l'étalement urbain. On va quand même avoir des problèmes environnementaux causés par le trafic. On brûle nos espaces verts. On va se retrouver avec un paquet de gens importunés. On est obligé d'acheter des terrains à madame, exemple, on va acheter des terrains des gens pour construire des pistes cyclables. Fait que pour faire plaisir à des nouveaux citoyens, puis des maires de la Rive-Sud et de Montréal, on importune les citoyens de Terrebonne. Je trouve ça juste. Merci. J'aimerais... Temps pour ça. Allez-y, monsieur. Bonjour. Kimo Wallet, 88 rue de Cazaux. Oui. On va lever ça un peu. Est-ce que c'est possible de juste mettre la slide des pattes, s'il vous plaît? La slide des pattes ou des parcs? Des pattes. Des pattes. PAT. Ça. OK. Personnellement, le petit PAT 10, il est quand même petit, c'est un 210 maisons, mais moi, j'aime ça voir à longueur d'année. Dans 25 ans, il y a 11 pattes. Ouais. C'est quand même des gros lots. Ouais. Puis si on regarde 210 maisons pour le petit terrain, je mets ça à peu près à 4000, 3500 maisons qu'il y a là-dedans. Au total, vous voulez savoir qu'est-ce qui est prévu comme nouvelle maison? Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Ouais. Ma première question, c'est est-ce que c'est tout acheté par des promoteurs ou la ville en a là-dedans? OK. Allez-y avec votre deuxième question. Parce que pour les casser des gros parcs, si la ville les a déjà, bien, on pourrait déjà penser à faire des terrains de soccer ou quelque chose comme ça, les planifier. Deuxième chose, est-ce qu'il y a déjà des stations de pompage qui sont planifiées pour ces lots-là? Parce que je viens de Montréal, puis la pression d'eau est à peu près 10 fois plus qu'en ce moment, qu'est-ce que j'ai à Terrebonne. Puis si on voit tout ce qui s'en vient se construire, il n'en restera plus à de pression. Ça, c'est mon autre... On n'en a pas parlé, là. Ah non, c'est correct. C'est une super bonne question. C'est juste parce qu'en ce moment, qu'est-ce que l'installateur de la piscine, mettons, il disait remplir juste le fond de la piscine, c'est supposé de prendre 1 heure à une ose, mais ça a pris 2 heures à 2 oses de voisins. C'est des bonnes questions, puis en plus, sont courtes, puis sont directes. En avez-vous une troisième ou c'est vos deux? Je pensais que j'en ai appris une, là, le parc écologique de la Coulée, qui était le botaniste, la place de fleurs. La pépinière. La pépinière. Je me demandais pourquoi c'était fermé, mais c'était une pépinière. Là, ça aurait été une belle place pour faire un beau centre de la nature, puis une belle espace vert gardé. C'est juste ça que j'ai à dire. OK. Ça va, vous? C'est ça, c'est tout. C'est beau, merci. C'est court et précis. 3 excellentes questions. La première, les terrains actuels ailleurs, là, dans les autres pattes, qu'est-ce qui appartient à la ville? Qu'est-ce qui appartient à des propriétaires privés? Est-ce qu'on est capable de... Oui? Alors, Mme Lessard.
En fait, il y a 13 secteurs de développement. Vous avez parlé de 11. Il y a allez-y. En fait, il y a le PAT 13 qui est propriété de la ville. Il y a une partie du PAT 12, donc les pôles commerciaux là, que je parlais tout à l'heure. Mais sinon, à part les corridors, en fait, qui ne sont pas développables. Mais sinon, le reste, c'est plus voué à du développement, donc ça appartient à des promoteurs, là. Sinon, vous avez posé une question sur le nombre d'unités d'habitation à terme. Là, on parle pour le PAT 10 autour de 200. Bien, à terme, comme je disais, ça peut être à peu près 35 000 résidents. Donc, on peut penser à au moins 12 000 unités d'habitation, là. Donc, c'est une ville dans une ville, si on veut. Là, c'est un grand secteur de développement, là. OK. Est-ce qu'il y a des stations de pompage planifiées? Station de pompage, approchez-vous du micro. Je vais commencer par l'ouvrir, ça va aller mieux. Pour les stations d'eau potable, je pense que je vais laisser Stéphane en parler quand il m'a écouté. Pour les stations de pompage, pour les eaux usées ou etc., ça oui. Pour l'eau potable, les stations de pompage ou de surpression, ça c'est la RAIM qui s'en occupe. Mais je ne sais pas s'il y en a déjà de planifié. Monsieur Larrivée, est-ce que vous pouvez sauver Mme Grondin de Courval qui a utilisé son bouclier pour son miroir? Donc, on a vu en 2012 ou 2011 le PDDDCT. Donc, c'était une étude qui développait l'ensemble du secteur 5. Donc, c'est le plan directeur développement durable Côte-Terrebonne. Bref, ça pour dire qu'au niveau de l'aqueduc, on le sait, il y a présentement une conduite, parce que là, on parlait d'eau potable, la pression remplit les piscines. Là, fait que c'est l'aqueduc. Donc, en fait, on a l'usine de la RAIM, donc toute l'eau de Terrebonne qui est consommée, ou à peu près toute, peut-être dans l'Est, c'est bon. Mais Mascouche et Terrebonne est ici. Alors, il y a une conduite qui fait toute Côte-Terrebonne pour alimenter les secteurs actuels. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Donc, dans le plan directeur, il est prévu de construire une conduite d'aqueduc majeure, une conduite maîtresse qui va prendre le Pierre-Dansereau, Plateau, donc tout l'axe Est-Ouest qui est prévu, est déjà, quand je dis prévu, c'est plus que prévu, est déjà commencé. Donc, on a commencé la construction dans le secteur complètement à l'ouest. Fait que ça, c'est fait. Cet été, on va faire le centre, puis je pense que c'est une partie d'Hydro-Québec. Plateau, il est déjà construit, fait que ça, on n'a pas à le faire. Puis il y aura une troisième phase en 2023 à travers le Golfe, parce que ça passe à travers le Golfe, le versant. Donc, à ce moment-là, on va avoir une conduite maîtresse, une deuxième conduite maîtresse qui va faire l'ensemble de toute Urbanova, qui va permettre d'avoir de l'aqueduc pour tout ce qui va se développer là dans le futur. Puis, M. Ouellet, il parlait de stations de pompage. Vous parlez de conduite. Il va savoir des stations de pompage. Piscine, fait que si je veux, moi, je peux répondre à ça. Pour qu'il y ait de la pression puis qu'il y ait assez d'eau pour tout le monde. Exact. Juste Donc, pour répondre à votre question, là, c'est des conduites. C'est une conduite d'aqueduc qui est commencée, la conduite maîtresse, qui va se faire en 3 phases. La phase 1, elle est faite. On va à la phase 2 cet été. Puis il y aura une phase 3 peut-être à l'hiver, 23, là, jusqu'en 23, pour passer à travers le Golfe, pas l'été. On comprend qu'on ne veut pas déranger le Golfe. Vous répondez amplement à ma question. C'est dans le fond, on n'aura pas besoin de stations de surpression parce qu'on va avoir l'aqueduc. Puis les stations de pompage pour les eaux usées, ben c'est ça, vous allez être proche de l'usine, donc la pression va venir de l'usine. Parfait. Ça va être 45 minutes, non, c'est une blague. La pépinière est fermée, là. Ça aurait-tu été une bonne occasion de faire un parc? Alors, c'était sa troisième question. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Terrain de la pépinière. Monsieur, peut-être M. Elliott? En plus, c'est plus par rapport au développement. Là. En fait, c'est un secteur voué au développement. Le plan directeur des parcs prévoit déjà des parcs un peu partout. La Ville n'a pas l'intention, à chaque fois qu'il y a un terrain vacant, d'en faire l'acquisition pour faire des parcs. Il y a déjà beaucoup d'espaces verts de prévu. On a parlé déjà de 1220 hectares sur l'ensemble. Bien, oui, mais je parlais plus du total, effectivement, mais déjà ces espaces-là, puis dans chacun des PAT, il y a des parcs de prévus et des espaces verts aussi inclus.
Alors, voilà la réponse. C'est vraiment dommage parce que le golf est un terrain défriché. Ça aurait été magnifique pour un il parc. y a plusieurs beaux terrains la comme vie. ça qui seraient fantastiques. Puis juste avec le 12 000 nouveaux logements, c'est là qu'on voit que tout pour casser la circulation, il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Ça n'aura pas d'allure. Là. Je pense que tout le monde est d'accord, puis la préoccupation a été largement exprimée Pas juste le ce voir soir. avec pas juste le petit, la petite construction, mais globale. Merci, M. Ouellet, pour vos 3 questions. Alors, il nous reste 3 intervenants. En rafale, rapidement, questions-réponses. Bon, bien, je suis revenu, Jean-François Gravel, 451 Blanche-Thibodeau. Vous étiez notre premier intervenant, M. Gravel. Oui, en plein ça. C'est une question sur les parcs. Je voyais dans le plan que le parc Cazot puis le parc Cousineau faisaient partie intégrante. Le parc Cazot manque beaucoup d'arbres, le parc Cousineau manque beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour peut-être réaménager ces 2 parcs-là de façon, on va dire, plus intelligente? Parce que même les modules de parc du parc Cousineau, ça fait pitié là, actuellement. OK. Est-ce que c'est votre seule question, M. Gravel? Non. Non, vous en avez une autre? Ça Allez-y. vient avec une sous-question. OK. L'aménagement de tous ces parcs-là, ce que je comprends, c'est l'entrepreneur qui va le faire, mais habituellement, tout ce qui est infra est refilé ensuite de ça en taxes. Est-ce que ça va être seulement les résidents de là qui vont payer ou ça va être un peu réparti à tout le monde? OK. Qui paye? Ça, c'était votre deuxième question. En avez-vous une troisième? Ou Oui. ça? Oui, dis donc. Ben, la troisième, en fait, c'est beaucoup plus une inquiétude. Tout à l'heure, j'avais parlé des chemins et tout. Ouais. On m'avait dit que j'attends la slide 16, puis ça va être fantastique. Mais ça vient beaucoup plus avec une inquiétude parce que le slide était rempli de peut-être, on espère, parce qu'il faut développer celle-là, il faut développer celle-là. Mais là, j'ai entendu tout à l'heure que depuis 2013, il y a une inquiétude sur la circulation. Là, je regarde le plan, puis peut-être qu'en 2030, il va y avoir de quoi. Parce que là, c'est quand on raboute toutes les affaires, là, on se trouve à éviter un peu le secteur. Mais il faut rabouter tout pour être rendu en 2030, quand la pépinière va peut-être développer. Okay. C'est là mon inquiétude, parce que ça fait quand même très loin, puis ça, c'est toutes des peut-être si ça développe bien. C'est une inquiétude de, si je vous comprends, là, on peut-tu accélérer la patente pour boucler ce qui mérite d'être bouclé? 2013, ça commence à faire loin, là, depuis que l'inquiétude a été élevée. Puis quand on regarde, puis vous avez parlé beaucoup d'Urbanova, puis c'est vert ici. Urbanova, dans l'ouest, ça fait longtemps que ça commence à développer, puis c'est pas génial, le côté circulation. Okay. 3 excellentes questions. Merci, M. Gravel. Est-ce qu'il y a des investissements d'arbres ou d'amour prévus dans les parcs Cazot Cousineau? En fait, l'an passé, on a fait faire le plan directeur des parcs que j'ai parlé précédemment, où on a expertisé l'ensemble des parcs sur notre territoire et on est venu noter un niveau de vétusté sur les parcs. Un parc en général et les infrastructures ont une durée de vie environ de 15 ans. Donc, à partir après 15 ans, là, c'est là qu'on commence à les renouveler. Donc, il y a un plan d'investissement qui est prévu pour remplacer les infrastructures. Et lorsqu'ils viennent à fin de vie utile, il y a aussi, si on ne refait pas le parc en entier dans un projet plus global, il y a le service des travaux publics qui vont remplacer le module de jeu. En ce qui a trait aux arbres, il y a un programme de plantation d'arbres sur le territoire où on veut améliorer la canopée sur le territoire de la ville. Et les parcs sont d'excellents endroits où on peut venir, qui appartiennent à la ville. Donc, c'est des bons endroits où on peut venir faire de la plantation. Et là, je prends bonne note. Là. Madame a parlé tantôt du parc Cousineau et vous parlez du parc Cazot. Donc, on va faire le suivi à l'interne. Cazot qui n'a pas beaucoup d'arbres, mais Cousineau qui manque d'amour. Oui, tout à fait. Quand on a vu la photo dans le journal, quand il était renommé, ils ont juste pris la pancarte. Ils n'ont pas pris le reste. On entend bien votre point. C'est ça, l'amour. Oui. L'aménagement des parcs, des infrastructures sur le site PAT 10, c'est vous qui payez, vous avez dit ça tantôt, mais c'est-tu rechargé aux citoyens, autour, les futurs acheteurs? Comment ça marche? Le principe, c'est les gens du secteur, on m'a toujours dit, les gens du secteur impliqués dans notre projet de développement vont se payer des infrastructures. Donc, là, vous parlez des futurs acheteurs, oui, exactement, de futures maisons. Il n'y a pas de taxe. Autrement dit, il n'y aura pas de taxe à l'ensemble, il n'y a pas de taxe aux riverains.
La totalité, bien entendu, est payée par le promoteur immobilier et remis dans la vente de l'immeuble. Donc, le 15 millions d'investissement qui doit être fait va être réparti dans le coût. Et c'est ce que je disais tantôt. Là. Quand on enlève des unités d'habitation, bien, on augmente le coût de construction. Actuellement, on va être autour de 33-34 du pied carré vendant pour un terrain. Fait que la valeur des terrains va osciller autour de 200 000. Mais chaque fois que j'enlève un terrain ou 2 terrains ou 3 terrains, bien, je augmente le prix de vente pour l'ensemble parce qu'il y a le coût d'acquisition, mais il y a le coût de mise en place des infrastructures et tous les frais inhérents de financement, les taxes, depuis qu'on a le terrain, depuis les 7 dernières années. En bout de ligne, c'est les futurs acheteurs qui vont payer pour tout ça. Hein? Réponse claire, c'est les futurs acheteurs de ces futures maisons qui vont payer pour tout ça. Monsieur Gravel, on a bien entendu vos préoccupations sur la circulation. Je pense que vous n'êtes pas le seul. Vous l'avez dit, si on peut investir davantage, plus vite, plus rapidement. Alors, c'est bien entendu. Merci beaucoup. Monsieur Poirier. Et ensuite, Monsieur Richard. Et ensuite, conversation informelle, puis pause biologique pour l'animateur. OK. Monsieur Archambault, vous dites que vous avez planifié là, Simone Berthiaume et tout ça dans le temps avec Cavaillon. Vous aviez fait une entrée du projet de golf par d'Argenteuil puis Cavaillon. Approchez-vous un peu pour que les gens en arrière vous entendent bien dans le micro. Alors, si je comprends bien, vous aviez planifié ça, mais pour vous, c'est normal de faire sortir 400 voitures juste sur d'Argenteuil et non rien vers le nord, alors qu'on dit depuis tantôt que la colonne vertébrale du projet est au nord. Et là, vous allez faire sortir 400 voitures qui vont descendre vers le sud pour monter vers le nord pour aller chercher l'école. C'est ça que vous avez prévu. Okay. Malheureusement, traverser le corridor de biodiversité avec un pont et aller entrer par la rue Cavaillon, je ne pense pas que c'était une solution qui était envisageable. Ah non, mais vous l'avez fait quand même sur des plateaux. Vous aviez fait un ponceau qui traverse le ruisseau de la Pinière sur le ponceau. Et sur de Plaisance aussi, ça a été fait. Exactement. Alors pourquoi tout d'un coup, c'est acceptable de faire passer 400 voitures vers le bas puis les faire monter? Ça veut dire, Simone Berthiaume, là, on va avoir 200 voitures à tous les jours qui vont passer matin et soir. Bien, on répartit, là, 400 voitures, 200 d'un bord, 200 de l'autre. On est-tu correct là-dessus? Oui, juste un instant avant de répondre, là. M. Poirier, est-ce que vous avez... Bon, cette question-là, elle est très claire. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, oui, selon les réponses que je vais avoir. Ah, c'est selon les réponses. Il n'y a pas de problème. Oui, je veux savoir, moi, où ce que je m'en vais. Puis j'ai Mme Grondin de Courval, là, qui a expliqué depuis tantôt qu'il allait avoir des plateaux qui allaient ouvrir. Le projet de la pépinière, ça ouvre dans combien d'années, ça? OK. Deuxième question. Quand est-ce que c'est prévu, le projet de la pépinière? OK. Fait que là, nos accès, nous autres, pour sortir du quartier, en ce moment, c'est Côte-Terrebonne vers le sud-est ou de Plaisance vers le nord-ouest. Là, vous avez parlé aussi de Gabriel Leroy qui allait ouvrir. On parle de 2025-2026. Ça dépend du PAT 9, qu'est-ce qui va être voté, parce que là, on va aller en consultation publique, n'est-ce pas, pour le PAT 9. Donc, on ne sait pas ce que les citoyens autour vont penser. OK. Fait que là, on fait quoi, nous autres, les citoyens, là? Tu sais, M. Archambault, vous arrivez avec un beau projet, là, mais vous nous envoyez 400 voitures dans notre secteur. On fait quoi, nous autres, là? On fait quoi? On sort par où? Oups! OK, c'est une bonne question. Tu dois une réponse? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. J'attends juste de voir si vous avez terminé votre question avant de donner la parole. Oui, là, la question, c'est on fait excellent. quoi? Alors, pourquoi on sort toutes ces voitures au sud? Pourquoi on ne les sort pas au nord? Première question. Ou en partie au nord? La réponse est simple, là. Effectivement, quand on a développé le projet de M. Laurent Cousineau, on a construit un pont pour traverser le ruisseau de la Pinière. Si demain matin, je disais 200 pieds ou 300 pieds plus loin, je vais reconstruire un autre pont sur le ruisseau de la Pinière pour traverser le corridor de biodiversité. Je doute que la Ville l'accepte, 1, et je doute que le ministère de l'Environnement me le permettrait, 2. Donc, qu'est-ce qui me reste? Les liens qu'on a prévus quand on a planifié le projet de M. Cousineau, ça nous prenait également un accès sur la rue Plaisance pour départager le trafic. On a acquis une propriété de Mme Lise Brossois qu'on a achetée. On n'avait pas le choix, ça prenait un accès.
Donc, il y a un lien qui se fait. Éventuellement, j'imagine que d'Argenteuil va se prolonger vers Terrebonne par la pépinière, l'ancienne pépinière. Mais moi, dans la planification de mon projet, je suis limité dans ce que je peux faire. OK, juste un instant. Non, mais attends. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner la parole. Je veux juste être certain qu'on réponde aussi à la question, la pépinière, quand? Alors, la question a été posée. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ce projet-là est déposé? Est-ce que ça s'en vient? En fait, il n'y a pas de projet de déposé pour la pépinière. Là. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va... on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Oui. Merci. Troisième question. Alors, en fait, la question en général, c'est on fait quoi, par où on sort? On fait quoi? Alors, donc, peut-être, Madame de Courval, par où on sort? Là, donc, on les a montrés, les voies d'accès, peut-être que vous voulez les remontrer. Répondre à la question générale, là, il arrive quoi avec nous quand on est en voiture, j'imagine? Il n'y a pas de réponse, hein? Non, mais attendez, ça s'en vient, là. Madame de Courval va répondre, mais on va la laisser répondre. Oui. Non, mais M. Poirier, vous avez posé vos questions, là, on va répondre, puis ensuite, je vais vous redonner la parole. Non, mais attendez un instant. Peux-tu constater un peu qu'est-ce qui se passe? Peux-tu constater? laissez... Je ne suis pas impoli envers personne. Non, mais... Je constate juste ce qui se passe, là. Puis je veux que le monde réalise, là. Ouais. C'est ça qui arrive. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que... Ça fait des mois qu'on parle avec... j'ai parlé à M. Chicoine, j'ai parlé à M. Larrivée, là. On vous a parlé, on vous a expliqué ces problématiques-là. On arrive ce soir et on se fait dire la même affaire. Aucune solution. Okay. Aucune solution. M. Archambault, je comprends qu'il y a ces problématiques-là. Mais à un moment donné, il l'a bien dit. Moi, je m'occupe de mon projet. Pas de vision à long, pas de vision à large. Là. Donc, lui, M. Archambault, s'occupe de son projet. Bravo, il fait bien sa job. Mais comme fonctionnaire, je pense qu'il y a une responsabilité de voir, OK, ça va se connecter où? On sort où? Les citoyens vont où? OK. Alors donc... Mais c'est vrai, je m'excuse, je dois écouter. C'est votre question, elle est très clairement exprimée. Alors, j'allais dire, ce qui se passe, c'est que M. Larrivée se lève, prend le micro pour vous répondre. Alors là, il est arrivé. Alors, M. Larrivée, quelle est la réponse à la problématique des voies d'accès? Non, alors c'est sûr, ce n'est pas un site qui est enclavé. Donc, pour sortir du projet, ce qui visait, c'était de passer par Plaisance. Donc, si on peut descendre Plaisance, s'en aller vers le sud pour aller chercher Côte-Terrebonne. Donc, c'est une option. L'autre option, c'est de prendre effectivement Argenteuil puis descendre vers Côte-Terrebonne pour s'en aller vers l'est. Donc, si on veut s'en aller sud, est et ouest, on prend soit Plaisance ou soit Argenteuil, puis celle qui descend vers Côte-Terrebonne, la continuité de Simone-Bertillon. Si on veut s'en aller vers le nord, on va aller chercher la 640. L'axe qui va être privilégié naturellement, c'est de prendre Plaisance, parce que Plaisance, Plateau, Gabriel-Roy, c'est elle qui va nous mener vers le nord, vers la 640. C'est ça le chemin le plus court. Donc, c'est ce qui va arriver pour sortir vers le nord. Donc, c'est les 3 axes de sortie qui vont être les principales sorties. Voies d'accès et de sortie pour le site. Pour le site, exactement. Alors, ma question, je vous remercie, M. Larrivée. M. Archambault, dans votre projet, vous faites sortir des gens d'à peu près 16 maisons vers le nord et tout le reste vers le sud. Est-ce qu'il serait envisageable de splitter ça pour être sûr que les 400 autres voitures ne se dirigent pas vers d'Argenteuil où il y a des citoyens, où il y a le parc, où on va se retrouver avec des jeunes enfants, il y a la piste cyclable qui passe là, et de faire en sorte que les voitures soient dirigées vers de Plaisance, où il n'y a pas de voitures vers le sud, donc vers Côte-Terrebonne, que les gens vont se diriger vers Côte-Terrebonne. Okay. Dans votre question, est-ce que vous voulez dire passer au travers le corridor de biodiversité? Est-ce que c'est ça? Non, passer par Plaisance. Je pense que M. Archambault comprend ce que je veux dire. OK, parfait. Donc, diriger plus le plus grand nombre de circulations vers de Plaisance, où il n'y a pas de maison entre la sortie et Côte-Terrebonne, au lieu de les faire passer à travers les rues résidentielles où il y a à peu près 30 maisons là, qui vont subir l'affre de toute la circulation. OK, alors, M. Archambault, je ne sais pas si vous... C'est nous, possible. on raccorde, moi je raccorde les rues à des rues existantes. La gestion sur les rues périphériques, c'est pas moi qui peux décider de dire, ben regarde, on va mettre un one-way pour pas que les gens partent par là ou partent par là. Ça, c'est la ville.
Vous raccordez à des rues existantes. Bon, du point de vue de la ville. Alexandre Cousineau, on avait déjà pensé la fermer. En fait, pas la fermer, mais qu'elle ne débouche pas sur Côte-Terrebonne. Justement, pour mais c'est pas le éviter. cas. Non, mais si, moi, là, c'est une option, là, si vous êtes prête, là, on peut le regarder, parce que c'était vraiment une intention de le faire. Fait que là, ça va se retrouver que tout le monde sur Simone-Berthiaume va être obligé de descendre à Argenteuil. Puis sortir Plaisance. Fait que là, on se retrouve encore avec. Vous voyez que c'est pas évident comme solution. Là. Ben, alors, pourquoi dans le projet, il ne fait pas un rond-point, à peu près 50 maisons qui vont sortir sur d'Argenteuil vers l'est, puis tout le reste va sortir vers l'ouest? Je suis pas sûr de saisir le Vous dites en plus que de Plaisance est faite naturellement pour absorber plus de voitures. Oui, c'est ça. Alors, juste bien comprendre, ce que vous proposez, c'est de... Juste un instant, là. C'est de revoir le design du site pour que la seule option possible pour un certain nombre de maisons soit de sortir par Plaisance. Hein? C'est ça? Je ne suis pas du coin, là, mais j'essaie de bien entendre. Donc, vous dites, est-ce que ça serait possible d'envisager ça? Donc, de revoir l'aménagement du site. Mais j'ai juste pas saisi l'option, en fait. Mettons, là, vers l'est, là, la jonction, vous faites un genre de rond-point. Là. Comme il existe par Cavaillon, là, c'est un rond-point qui est là. Oui. Donc, par d'Argenteuil-Est, ça soit un genre de rond-point qui aurait à peu près 30 maisons qui sortiraient vers l'est, qui aurait obligatoire sortie vers l'est, qui n'aurait pas de jonction entre la partie de Plaisance et d'Argenteuil-Simone-Berthiaume. OK, je comprends. OK? Bien, donc, ça, on va regarder l'étude de circulation parce que Argenteuil, on l'avait vu dans le prolongement d'Argenteuil qui s'en allait à travers la pépinière puis qui débouchait, ça servait aussi comme soupape à Côte-Terrebonne. Là. Il y avait ça aussi. Là. Fait que dans l'étude de circulation, on va regarder, mais pas mal certain qu'à terme, cette sortie-là par Argenteuil, elle est nécessaire. OK. Alors, M. Archambault veut donner un complément d'info. C'est juste une précision qu'il ne faut pas oublier. Là. Si jamais on fermait d'Argenteuil, comme vous le suggérez, avec un rond-point, on se retrouve avec une seule issue pour tout le projet qui est au sud du corridor de biodiversité et ce qui est inacceptable au service des incendies. Un enjeu de sécurité publique. Un enjeu de sécurité publique d'avoir une sortie pour un grand secteur. On les évite. Il y en a des secteurs où il y a une sortie, mais on évite vraiment ça parce que les incendies nous disent si jamais il y avait quelque chose, s'il y avait un bris à cette sortie-là, ce réseau routier-là, c'est tout le quartier qui ne peut plus sortir. Il est enclavé. Là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir une deuxième sortie, mais effectivement. Mais c'est pour ça que je disais, je pense que l'étude de circulation, vraiment, à nous dictait qu'à terme, il fallait que Argenteuil sorte pour avoir une soupape à Côte-Terrebonne et Plateau. Non, juste un instant, M. Poirier, si vous voulez intervenir, allez au micro parce que les gens derrière ne vous entendent pas. Merci, M. Poirier. Merci. Alors, j'ai M. Richard qui est notre dernier intervenant avant que vous puissiez échanger entre vous librement. Juste pour avoir une précision. Approchez-vous du micro, M. Richard, les gens vous entendent pas. Juste pour avoir une précision, je voulais demander à M. le maire. Monsieur le maire, la période de questions pour M. le maire, c'est au conseil municipal. Non, mais c'est parce que ça s'applique à ce que j'ai parlé, les 182 maisons tout à l'heure. Oui, mais Monsieur Larrivé peut répondre. Ah, M. Larrivé, parfait. Ben, en tout cas, il n'est pas encore maire, mais c'est lui qui va répondre. Ben là, mais Monsieur le maire, écoutez, il peut nous répondre Non, aussi, non, il peut aussi s'il veut, là, mais normalement, c'est l'administration ce soir, les élus au conseil municipal. Spécification de tout à l'heure, je parlais des 182 unités qui sont régies par le règlement 1009. OK. Là, compte tenu qu'il y en a 210 ou 212, là, je me suis permis de lire le reste, je me permets de vous lire le reste, excusez, considérant qu'afin de permettre la mise en œuvre du plan d'aménagement du projet des golfs dans le secteur par 10, la prochaine étape sera l'adoption par le Conseil du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1009 afin d'y inclure les dispositions réglementaires applicables au plan. OK. Cette modification réglementaire fera l'objet d'une consultation publique et sera soumise aux personnes habiles à voter selon les dispositions prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça veut dire qu'il va y avoir une consultation publique? Oui. Bon, alors, donc, ça, c'est ça votre question? Alors, M. Chicoine est tout à fait capable de répondre à cette question-là. M. Chicoine, quelles sont les prochaines étapes réglementaires? Est-ce qu'il y a registre, pétition?
En fait, comme on a mentionné, un plan d'aménagement d'ensemble, ce n'est pas une fin en soi. Il faut changer le zonage pour s'accorder au projet du plan d'aménagement d'ensemble. Alors, c'est donc une procédure de changement de zonage avec consultation publique, registre s'il y a lieu et référendum si les signatures sont atteintes ou quoi que ce soit. Fait que c'est de la procédure normale d'approbation d'un changement de zonage. Ça veut dire que vous allez nous consulter, il va y avoir une consultation publique. Il va y avoir une consultation publique. OK. Et puis là, vous faites ça quand? Bien, si le conseil municipal décide d'entamer la procédure de changement de zonage, bien là, il va y avoir un échéancier qui va être sorti pour céduler la consultation publique. Oui, puis juste en complément, là, il va y avoir des avis publics. Tout ça va être annoncé, puis je ne sais pas, à la Ville, est-ce que vous les faites sur le site Internet et aussi dans la revue? Oui. C'est aussi dans la revue, donc surveillez la revue là, pour ces avis publics. Ça veut dire que si le conseil de ville ne change pas de règlement, c'est un projet hors norme. Là, ça reste à 182 unités. Si le conseil ne change pas le projet tel qu'il est, bien, ça serait ce projet-là qui serait soumis. Le conseil pourrait décider de voir est-ce qu'on veut le changer avant de le soumettre, là. Ça, c'est la partie, comme je mentionnais, il va y avoir un post-mortem suite à cette rencontre-là, puis le conseil décidera comment qu'on conclue ce dossier-là. Mais définitivement, peu importe le projet, il y a un changement de zonage qui est requis. Mais pourquoi faire compliqué quand c'est déjà adopté? 182, vous avez juste à demander à M. Archambault, amender votre projet, et puis là, ça va être beaucoup plus acceptable. Mais en fait, M. Les Richard, gens vont dire, bien là, écoutez, il nous a diminué tant de maisons, il y a moins de circulation. Vous commencez déjà à raisonner convenablement. Juste pour qu'on comprenne bien, ce qui a été adopté, c'est le plan d'aménagement d'ensemble. Il n'y a jamais eu de changement de zonage. Oui, mais ça veut dire que... Là, juste un instant. C'est compliqué, ces affaires-là, alors... Non, mais je veux que ce soit clair, Oui, parce que ben, là, c'est les ça. gens vont avoir une possibilité. Si c'est rejeté, là, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe à l'eau? On recommence. Monsieur Archambault va retourner à sa table de dessin? Alors, la question, elle est très claire. C'est quoi la procédure? Puis quand le conseil va avoir pris sa décision puis qu'on lance cette procédure, si jamais ça passe pas ou quoi que ce soit, dans quelle situation se retrouve-t-on? C'est ça? Hein? Alors là, on va laisser M. Chicoine l'expliquer sans l'interrompre parce que c'est compliqué puis les gens veulent le savoir. Alors, M. Chicoine. Alors, le processus légal d'adoption d'un règlement, c'est quand la Ville, le conseil a décidé d'aller de l'avant et par l'avis de motion sur un changement de zonage. Et là, il y a tout un processus, dont la consultation publique. Si les gens viennent à la consultation publique et désirent ensuite signer le registre, là, puis qu'on atteint X nombre de signatures, bien là, à ce moment-là, le conseil a le choix d'aller soit en référendum ou de retirer le projet. Si le projet est défait, par exemple, si la Ville décide d'aller en référendum et le projet est défait, alors ce projet-là tombe à l'eau. Et là, on revient à la case départ où on revient en disant que voici, ça prend un plan d'aménagement d'ensemble et on retravaille pour voir s'il y a possibilité d'avoir un autre plan d'aménagement ou pas. Mais bien sûr que le changement de zonage vient à faire en sorte de finaliser cette procédure-là à ce moment-là. OK, on a tout le temps une mesure d'intervention encore. Là. Ça veut dire que si vous ne le changez pas, ça reste à 182. Si vous le changez, il faut que vous alliez à une consultation publique. Non, dans tous les cas, soit 182, soit si on le change ou quoi que ce soit, on doit aller en changement de zonage avec la consultation publique. Alors, c'est quoi le règlement qui fera l'objet de cette consultation publique? C'est ça la question. Bien, ça, c'est justement les discussions qu'on va avoir avec le conseil suite au post-mortem qu'on fait ce soir. Est-ce que le conseil veut adopter ou partir l'avis de motion sur ce projet-là ou partir de l'avis de motion sur un autre projet? OK, de toute façon, il va y avoir une consultation publique. Oui. C'est sûr. Parfait. Puis si il y a suffisamment de gens qui se prononcent, sont contre ça, ça va en référendum ou ça tombe à l'eau, comme on dit. Les citoyens ont un droit d'approuver ou non le projet. Puis si ça ne marche pas, puis que c'est bloqué, bien, le conseil reprend ça, puis il revoit comment il relance ça, parce que dans tous les cas, ça prend un changement de zonage, et dans tous les cas, ce changement de zonage sera soumis à la consultation publique. OK. Ce soir, c'est une rencontre citoyenne, ce n'est pas une consultation publique légale officielle, mais il va en avoir une. OK, j'avais une autre question pour M. Archambault. Écoutez, on ne voit pas très bien votre plan.
Moi, je voulais voir où est située la piste cyclable à l'intérieur du projet. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a encore assez des bons yeux pour le voir? Je pourrais vous approcher, puis je pourrais vous le montrer tantôt, quand la réunion sera... Bon, bien alors, est-ce qu'on est capable de... J'avais une autre question à vous poser oui, c'est concernant ça. ça. On va essayer d'expliquer tout de suite où passe la piste cyclable à l'intérieur du projet, peut-être en y allant. Bien, la piste cyclable, là, je vais me déplacer. Oui. L'agrandir, je ne sais pas si vous êtes capable de l'agrandir, mettre ça plein écran, déjà? Pas sûr? Je vais voir si je peux... On va essayer. Faire de la magie. Vous êtes bon, M. Richard, de nous amener sa procédure d'adoption de changement de zonage à 10h15. J'essayais de l'étirer. C'est l'affaire la plus compliquée. C'est pour ça qu'il faut bien lire les avis publics. Tout ça est expliqué dans les avis publics. Oui. Oui, attendez. Bon, ça, c'est la rangée d'arbres qui sépare l'ancien parcours de golf. Parce que... Bon, alors je répète, là, mais parce que vous n'avez pas de micro, M. Archambault. Mais donc, elle passe par la rangée d'arbres et elle se... Monsieur Richard? Monsieur Richard? Monsieur Richard? Allez au micro, là. Il y a encore 60 personnes qui ne vous entendent pas, là. Allez au micro. Oui, juste un instant, M. Archambault. Je vais demander à l'Assemblée juste un peu de silence, puis M. Archambault, essayez de parler fort pour qu'un maximum de gens puissent vous entendre quand vous l'expliquez à M. Richard. Allez-y. Et c'est là que la piste cyclable va passer. C'est un corridor vert, c'est une trame verte. Ouais. Bon, alors, M. Richard, je vais vous demander d'aller terminer votre question au micro là, pour que les gens vous entendent. Sinon, on va le regarder assis tranquillement à côté d'un plan. Là. J'ai pas vu la piste cyclable. Okay. Mais elle est dans ce corridor vert avec les allées d'arbres. Non, c'est parce que, savez-vous quoi, je vais m'assurer. J'ai vérifié là, avec une certaine entité. Là. On m'a dit, écoutez, est-ce que c'est une piste cyclable qui est sur une rue résidentielle? Mais ce n'est pas une piste cyclable, c'est un sentier. C'est pas une piste cyclable. La seule piste cyclable qu'il y a, c'est celle qui va être sur la rue d'Argenteuil. C'est des sentiers de transport actif. C'est des sentiers. C'est pas une piste cyclable qu'il y a là. Mais attendez un instant, là. C'est un sentier pédestre, et cyclable ou juste pédestre? Pédestre. Pédestre. Bien, voilà. Nous autres, on nous a dit qu'il y avait une piste cyclable. On était encore mal informés. Alors, est-ce qu'il y a une piste cyclable sur le site, M. Archambault? À un endroit ou un autre sur le site? Là, je ne sais pas ce qu'on voit à l'écran, là. Mais si vous voyez la même chose que moi, là, ce qui est en rouge, au bas, sur la rue d'Argenteuil. Ça, c'est une piste cyclable. Ça, c'est la piste cyclable qui relie d'Argenteuil, en transitant par le projet, jusqu'à Plaisance et qui va monter vers la Transterrebonne. Ce qui apparaît en jaune, c'est des sentiers pédestres, de façon à ce que les gens puissent prendre une marche, puis passer dans le corridor de biodiversité, descendre le long de la trame verte qu'on a fait pour rejoindre le parc Laurent-Cousineau et la rivière des Mille. Bien, si je comprends bien, là, les gens vont passer à bicyclette pareil. Fait qu'ils vont prendre le passage piétonnier.
pas sécuritaire, ça. Là. Oui, mais là, ça Non, mais c'est une autre... c'est toutes des affaires à peu près, là. Comme là, on ne peut pas voir parce que c'est pas clair. Il a fallu qu'on ait chacun un plan, là, au moins une copie, puis regarder ça un peu. Monsieur Richard. C'est pas adapté. Monsieur Richard, elle va être sur le site de la Ville dès demain. Vous allez pouvoir la regarder, l'imprimer, en discuter avec vos voisins. Il n'y a pas de problème, là. C'est pas avec vous qu'on va en discuter, c'est avec M. Archambault. Non, mais je comprends, mais je comprends, mais je veux dire, vous allez pouvoir la voir. Et il y a une piste cyclable. Elle est en bas en rouge et en jaune, c'est des sentiers pédestres. Non, mais écoutez, je pose une question à M. Archambault. Bien sûr. Il est là pour répondre à nos questions. Il me dit, il n'y en a pas. On avait prévu une, mais là, on nous dit, il n'y en a pas. Bon, là, c'est plus clair. Il y a plein de choses de même à être laissées, là, que c'est pas tout le temps. Mais parce que, écoutez, une piste cyclable, là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'intérieur, dans des nouveaux quartiers comme ça, ce n'est pas acceptable dans la rue. Dans un nouveau quartier, il faut que ça soit mis à l'écart un peu pour éviter les... Bien, là, il n'y en a pas. Pour éviter les sorties de véhicules, parce que les enfants se promènent là-dedans, c'est dangereux. Là, ils sortent des véhicules, surtout dans des maisons arrangées. Là. Alors... Fait que là, écoutez, c'est un projet à remodeler et à diminuer, puis je suis sûr qu'il va bien réussir parce qu'ils veulent avoir son projet. Puis, mais écoutez, il y a de l'ouvrage à faire. C'est le mot de la fin. Il y a de l'ouvrage à faire. Merci, M. Richard. J'espère que la Ville va l'aider. Merci à tout le monde. Des projets comme ça suscitent beaucoup d'intérêt, de préoccupations, des questions, des oppositions. Je pense qu'elles ont été exprimées de façon respectueuse. Je voulais vous en remercier. Elles ont été bien notées. Vos élus sont là encore jusqu'à la fin, puis ils nous ont dit qu'ils restaient avec vous, M. Archambault, les membres de l'équipe municipale. Et j'espère avoir l'occasion de vous revoir peut-être dans ce projet ou un autre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.